Tout va bien? Tout le monde entend? Écoutez, je vous remercie tous d'être ici ce soir. Alors, c'est une conférence un peu de circonstance parce que normalement, c'est une conférence qui était un cours. Et puis, je me suis dit, ma foi, allons-y, comme c'est un sujet qui a l'air d'intéresser les gens, que l'on fasse un cours un petit peu élargi. Donc, je remercie les étudiants d'être là et je remercie le public non étudiant d'être là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la mise en aire protégée des océans, avec, vous voyez, c'est un titre un petit peu long, mais qui pose une question importante. 10% des eaux côtières et marines pour 2020, est-ce que c'est un objectif réaliste? Est-ce qu'il faut aller au-delà, etc. Alors, d'où viennent ces chiffres? Eh bien, ces chiffres, tout simplement, ils viennent d'une réunion qui a eu lieu en octobre 2010 à Nagoya, préfecture d'Aichi. C'est pour ça qu'on les appelle les objectifs d'Aichi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Nagoya? Ça a été la 10e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique. Et cette conférence, ma foi, a fait un plan stratégique 2011-2020. Et dans cette conférence, dans ce plan stratégique, il y a un but C qui s'appelle « Améliorer l'état de la biodiversité et sauvegarder les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique ». Et c'est dans cet objectif, dans ce but stratégique, qu'il y a un objectif qui dit tout simplement que d'ici à 2020, 10% des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées, gérés efficacement et équitablement, et d'autres mesures de conservation efficaces par zone et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin. Bon, ça a été véritablement un déclencheur, ce qui a amené les États à mettre en place des aires protégées. Ce rendez-vous de 2020 là est important. Parce que chacun va devoir un peu rendre compte, enfin les signataires de cette convention sur la diversité biologique. Alors on va regarder un petit peu d'où vient cette convention. Alors la CBD, là j'ai fait une petite inversion, la convention sur la diversité biologique est une des 3 conventions cadres qui ont été faites lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Donc la plus célèbre de ces conventions cadres, c'est celle qui est sur le changement climatique et qui donne tous les ans lieu à ce qu'on appelle une conférence des parties. Quand on a eu la COP 21 à Paris, ça voulait dire que c'était la 21e conférence des parties de cette conférence sur le changement climatique. Il y a également la convention sur la lutte contre la désertification et donc la convention sur la diversité biologique. Ce sont les 3 grandes conventions qui ont été issues de Rio en 92. Alors, pourquoi, en fin de compte, avoir lancé cette initiative sur la diversité biologique? Alors, mon interprétation, on va remonter un petit peu plus loin, et puis on est en 2019, et en 2019, on va célébrer en juillet un anniversaire qui est important, c'est tout simplement les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, la Terre, et ça a été un élément qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'on s'est rendu compte, en fin de compte, la Terre était un monde fini. Alors, il y a eu des réactions à cette époque-là. Donc, 69 juillet, on va sur la Terre. En 70, alors les vieux se souviennent un peu, il y a un truc qui s'appelait le Club de Rome qui a lancé une initiative qui a demandé au MIT, qui était le Massachusetts Institute of Technology, de travailler à la première des prospectives planétaires, qu'est où va la planète. On a utilisé pour ça un des premiers logiciel en langage Stella. Donc on a fait on a fait tourner un modèle. C'est la première fois qu'on faisait tourner un modèle d'envergure planétaire et ça nous a donné en 72 un rapport qui en français se dit halte à la croissance mais qui a posé le problème de si on continuait à cette époque-là à poursuivre dans le business as usual comme on dit en anglais, à continuer l'industrialisation, la croissance démographique, etc., on pouvait avoir des gros soucis. À l'issue de ça, première conférence également sur véritablement l'environnement. En 72, c'est le premier sommet de la Terre avant Rio, conférence des Nations Unies pour l'environnement, et il va y avoir la création du PNUE. En 1976, je salue aussi un petit peu le programme Mad and Biosphere lancé par l'UNESCO parce qu'on a un peu oublié que l'UNESCO a été précurseur
dans toutes ces histoires d'aires protégées. Et ce programme donc a été lancé en 1970 et en 1976, et on commence à mettre en place les premières réserves de biosphère. Et ces réserves de biosphère ont quelque chose d'important parce qu'elles considèrent qu'il y a en effet une zone à protéger, ce qu'on appelle après une zone tampon, dans laquelle va se mettre en place le développement durable, alors qu'à l'époque, on n'est pas encore sur le concept de développement durable qui arrivera bien plus tard, 92, sommet de la Terre. Alors revenons à nos aires protégées. Donc là, alors oui, je suis un peu gaucher, vous voyez, un peu dyslexique, donc je confonds CBD, CDB, c'est pas grave. Donc la Convention pour la diversité biologique vise à protéger la biodiversité. On va considérer que les aires protégées sont un des principaux outils pour y parvenir. Bon, petite définition, je ne vais pas m'apesantir, hein. Qu'est-ce qui est une AMP? Je vous ai mis une définition là, une définition de l'UICN qui a été reprise dans un guide de Pomeroy. Définition plus récente en 2012 qui dit à peu près la même chose, sauf qu'on intervient la notion de service écosystémique. Bon, l'IUCN a classé les aires protégées en 6 catégories qui vont de la protection totale, donc les sanctuaires, à des aires protégées qui sont plutôt donc des aires de gestion des activités humaines. Bon, passons là-dessus. Les effets attendus d'une AMP, très rapidement, hein, ce n'est pas bien compliqué. Quand vous avez un habitat dégradé, eh on va essayer on espère une reconstitution des habitats, des chaînes trophiques, un accroissement de l'effectif de prédateurs, parce que très généralement, quand on a une dégradation des habitats et qu'on a une surpêche, ce sont les prédateurs qui sont les premières victimes. Donc, on reconstitue les chaînes trophiques, les herbivores, les prédateurs viennent, et il est espéré une exportation de la matière organique vivante de cette aire protégée, c'est ce qu'on appelle l'effet spillover. Bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était un cours qui à la fois est pour la seconde année, la troisième année. J'essaie de faire quelque chose d'assez didactique pour un peu le public. Donc je sais que le public est divers. Il y a des spécialistes des aires protégées qui n'apprendront rien de ce que je dis là. Et puis il y en a d'autres qui apprendront des choses. Donc j'essaie de faire un petit peu une cote un peu mal taillée entre aller en profondeur et survoler les choses. Et puis j'ai mon analyse également de géographe. J'ai oublié de me présenter, c'est vrai, je suis désolé. Gilbert David, géographe de la mer et des îles à l'IRD. Je suis basé à Montpellier, à la maison de la télédétection. Et j'ai vécu ici de 91 à 97. Alors, vous voyez, ça c'était l'effet spillover. Alors, ce qui est important de voir, c'est la croissance du nombre des AMP est récente. Quand on compare les aires protégées terrestres, les premières aires protégées terrestres, ma foi, on va remonter au Yellowstone, c'est donc au 19e siècle, et les aires protégées marines sont beaucoup plus récentes. Au tout début, quand on regarde les premières aires protégées dans le Pacifique, on va voir qu'on a commencé à protéger ce qui était éloigné des zones humaines. Hein. Donc, ma foi, quand vous commencez en Polynésie française, on a des vieilles aires protégées qui ont commencé à être là dans les endroits où il n'y a pas grand monde. Donc, ma foi, quand il n'y a pas grand monde, ça ne pose pas de souci. Et au fur et à mesure, on va développer des aires protégées, eh bien, on va être obligé de s'installer là où il y a de plus en plus de personnes. Alors, on voit que, ma foi, je vous ai mis le sommet de Rio en 72. D'ailleurs, il est un petit peu décalé. Et le sommet, bon, ne vous inquiétez pas, je crois que j'ai eu des petits problèmes sur mes petites feuilles. Bon, c'est pas grave. Les petites barres ont un peu changé, mais normalement, on voit qu'il n'y a pas un effet significatif du sommet de Stockholm et du sommet de Rio. Ce qui est important, par contre, c'est que vous voyez, en 2005, on est à peu près en 2000, on est à peu près à 800 000 km² d'aires protégées. Et en fin de compte, c'est après que les choses vont s'emballer. Alors, la croissance, constat numéro 2, la croissance est rapide. Vous voyez, en 2000, on a à peu près 0,6% de la surface des océans qui sont en aires protégées. En 2009, on est à 0,8%. Daniel Pauly, qui est un collègue de l'Université de British Columbia, considère qu'on a une croissance des AMP de 5% par an. En 2015, le VVF fait le constat qu'on est à 3,4% de la surface totale des océans. Et on voit qu'en fin de compte, on serait passé de 2006 de 4 millions à 15 millions en 2016.
on arrive à peu près à 4% des océans de la planète. Ça, c'était une source de la presse. Alors, ce qui est important, c'est que ce changement radical entre la situation en 2005 et la situation maintenant en 2020, eh bien, quelle est la cause? Eh bien, tout simplement, c'est la création de grandes aires marines protégées. Vous voyez, en 2017, l'UICN faisait le constat que sur les 15 271 AMP qui avaient été recensées, il y en avait 30 qui étaient des grandes AMP, et elles seules, elles couvraient 21,3 millions de kilomètres carrés, soit 80% de la surface globale protégée. Donc ça, c'est un élément qui est très important et qui est un élément, en gros, que j'attribue à l'effet d'Aichi. Hein. Jusqu'à présent, on créait des aires protégées quand on pouvait, si possible, des aires protégées côtières, et on s'est rendu compte que 2020 approchant, et on allait examiner les élèves en leur disant « Êtes-vous des bons élèves ou des mauvais élèves vis-à-vis de la protection de la biodiversité ?» En fin de compte, eh bien, pour s'en sortir, on s'est mis à faire des grandes aires marines protégées, c'est-à-dire à mettre en place des aires protégées à l'échelle d'une zone économique exclusive. Hein, donc là, je vous ai mis, les États-Unis ont fait un parc de 5 millions de kilomètres carrés. Ici, la Nouvelle-Calédonie, le parc de la mer de Corail est une des plus grandes aires marines protégées du monde, 1,3 million. Autour de Rapa Nui, on a 720 000 kilomètres carrés. En fin de compte, le Chili est le pays, enfin ça c'était il y a eu une conférence des aires marines protégées au Chili en 2017, et donc ils se sont présentés en disant qu'en fin de compte, le Chili était le pays qui avait la plus grande part de sa ZEE en aires protégées, 46%. Alors, dans tout ce que j'ai dit là, il y a un truc assez rigolo. Bon, je vais détailler un peu l'exemple de la France, mais ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est qu'on a un petit peu mélangé des choses. On parle d'aires protégées avec l'océan mondial. Après, on parle de zones économiques exclusives. On va revenir là-dessus parce que c'est très, très, très important. Alors, bon, je vous ai mis ici un exemple simple. Vous voyez bien l'exemple français. L'exemple français, premier parc national Port-Cros, hein, on est en 1963, réserve de biosphère de Fakarava dans les années 77. Vous voyez, ça ne décolle pas beaucoup, sauf à partir de 2001. 2001, on commence à aller un petit peu plus grand. Autour, en Méditerranée, on a le sanctuaire Pélagos, qui est au large entre la Corse, Monaco, Nice, etc. Et l'Italie, on commence à faire des aires protégées d'une certaine envergure. Et puis après, on a la réserve naturelle nationale des Taffes. Et puis après, on va commencer à mettre des grandes aires marines protégées. La première grande aire marine protégée, c'est le parc naturel marin de Mayotte, 68 800 km². C'est une aire protégée dont on a mis en protection l'ensemble de la zone économique exclusive. C'est la première fois qu'on fait ça. Jusqu'à présent, on était sur le sol métropolitain et on en était sur des petites aires marines protégées, sauf le Pélagos qui était un petit peu plus gros. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a commencé à prendre, pas le pli, je dirais, mais de faire des grandes aires marines protégées. Vous voyez, on est parc naturel marin du golfe du Lion, de nouveau une aire protégée métropolitaine, on n'est qu'à 4000 km². Après, parc naturel marin des Glorieuses, 43 000 km². On a bien évidemment la mer de Corail, presque 13 millions de km², et on a le parc naturel marin de Martinique, 48 900 km². Vous voyez, au total, donc, on a une croissance très très grande depuis 2012 de la superficie des AMP. Et en fin de compte, on a 99,7% de la superficie des AMP françaises qui sont dans l'outre-mer. Alors maintenant, voyons un petit peu cette affaire-là. Oui, c'est un constat un petit peu aussi, c'est que l'objectif d'Aichi qui est de 10%, je reviendrai là-dessus, sur 10% des eaux internationales, 10% des ZEE, etc. Les grandes ONG internationales, notamment l'IUCN, disent qu'il faut aller au-delà. Lors du Congrès mondial des parcs de l'IUCN en 2014, on a eu ce qu'on a appelé la promesse de Sydney, et les gens appellent, enfin les congressistes ont appelé à classer 30% de l'océan mondial en zone de non-prélèvement d'ici 2030. Alors, on va discuter de ça aussi. Est-ce que c'est véritablement une surface nette? L'IUCN, c'est un peu, bon, c'est des effets d'annonce.
ce que veut l'IUCN, ce n'est pas forcément une superficie globale, c'est d'avoir quelque chose de représentatif de l'ensemble des écosystèmes marins du monde. Il faut que, en gros, 30% des écosystèmes marins du monde soient mis en réserve. Voilà. Alors après, je vous ai mis un argumentaire, souvent pour faire, pour attirer les décideurs politiques. La biodiversité, on va essayer de la mettre à l'aune de l'économie. Alors là, vous voyez, on commence, là j'ai tiré ça d'un rapport d'une ONG internationale. On commence à dire, voyez, selon les chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam, donc si c'est des chercheurs, c'est forcément sérieux, la sauvegarde des milieux marins pourrait générer jusqu'à 920 milliards de dollars de bénéfices et créer donc 180 000 emplois d'ici 2050, à une condition donc que ces aires marines soient étendues jusqu'à représenter 30% de la superficie des océans. J'avoue être un peu dubitatif sur ces... Bon, il y a eu le VVF a commandité 5 ou 6 scénarios là-dessus. Il y a des collègues hollandais qui sont des gens compétents qui ont fait ces sujets-là, mais ça me semble difficile de véritablement avoir des chiffres robustes. Quand on travaille un peu en économie de l'environnement, c'est quelque chose qui est un peu... Il y a un peu de subjectivité, mais ce qui est important, c'est qu'on essaie d'amener des argumentaires économiques pour de la protection de la biodiversité en disant « ça passera mieux ». Voilà. Donc, alors, après, vous voyez, l'argumentaire, ces 30% constituent la masse critique pour à la fois reconstituer les milieux naturels et permettre aux pêcheurs de disposer d'une ressource halieutique renouvelable. Moi, je ne suis pas sûr que si on interroge les pêcheurs, tous les pêcheurs du monde seront tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Je pense même que 99,99% des pêcheurs du monde diront « c'est pas sûr qu'en nous privant d'espace halieutique, on va s'en sortir un peu mieux ». On va discuter de ça un petit peu après. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, revenons à Aichi, quand on parle de 10% des zones marines et côtières, de quoi parle-t-on? Parce que ce n'est pas vraiment bien précisé dans la Convention sur la biodiversité. Est-ce qu'on parle des eaux territoriales? J'ai fait exprès de vous mettre une petite définition qui vient de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui a été une grande réunion de scientifiques qui, en 2000, ont défini des objectifs pour notre millénaire et qui disent une aire marine correspond aux eaux territoriales d'un pays pouvant s'étendre jusqu'à 12 000 marins des côtes. Ce n'était pas dans la définition que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais pour les gens du millénaire, une AMP, c'est forcément côtier. Alors, ce n'est pas pareil de dire qu'on doit préserver 10% des eaux en eau territoriale, de dire 10% des ZEE. Alors, on a en gros, sur les ZEE, on a 135,72 millions de kilomètres carrés de ZEE. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais enfin, c'est ce qu'on voit. Ça nous ferait donc 10%, on est en fin de compte à 13,6 millions de kilomètres carrés. Et si ce n'est pas les ZEE, est-ce l'ensemble de l'océan? Bon, l'ensemble de l'océan, 360,7 millions de kilomètres carrés, ça nous fait 36 millions de kilomètres carrés en AMP, c'est-à-dire un quart de la surface totale des ZEE. Vous voyez, selon que l'on parle en gros russe, chinois ou japonais, ce n'est pas la même chose. Et bien là, que l'on parle d'eau territoriale, de ZEE ou d'océan, ce n'est pas pareil. Or, suivant les interlocuteurs que vous avez devant vous, eh ben, on passe allègrement de l'un à l'autre. Et donc ça amène des grosses différences. Alors, je prends l'exemple des AMP. En 2000, on va considérer que les AMP, on nous dit, font 0,6% de la superficie des océans. Je pose la question, est-ce vraiment le cas? Je reprenais mon petit schéma. 800 km², ça ne fait pas 0,6% de la surface des océans. Ça fait 0,2%. Par contre, ça fait 0,6% des ZEE. Donc, vous voyez, on est en train de nous dire, on est dans la superficie totale des océans et en fin de compte, on est sur la superficie totale des ZEE. Donc, je pense qu'il faut vraiment préciser ce dont il est question, parce qu'en termes de gouvernance, c'est totalement différent. Alors, voilà justement une évaluation suivant l'UNEP, donc en gros par grande zone, où on en était en 2007 sur les aires marines protégées.
on va voir en fin de compte, donc vous avez la superficie totale des ZEE, là on est au niveau de la ZEE, on va regarder ce qui est en aire protégée et on va regarder quel est le pourcentage de protection. Donc on est en 2007, au tout début de cette fameuse création des grandes aires marines protégées que l'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'à l'époque, on était quand même, on avait du travail, hein. On était en fin de compte au total à moins de 2% de l'ensemble des ZEE en 2007. Donc, alors, il y a, dans le même rapport, alors c'était dans ce rapport de l'UNEP et de l'IUCN, donc on nous parle de 1,9%, on nous disait aussi, dans le même rapport, hein, là, on parlait de la mer territoriale et on nous disait, en fin de compte, on a 6% de la mer territoriale qui est en AMP et moins de 1% de la haute mer. Et quand on prend le seuil des 10% en eau territoriale protégée, on n'avait que 28 pays sur les 194 qui, à l'époque, étaient les pays des Nations Unies, dont la plupart avaient signé la Convention sur la diversité biologique. Alors, tout ça nous fait que là, on était là dans une réflexion à partir des ZEE. Bon, ce qui est important, c'est qu'on voit que de 2000 à 2007, la superficie des AMP a été multipliée par 3 et qu'après, ça a été beaucoup plus. Alors, constat numéro 4. Quand on regarde, quand je vous ai parlé des objectifs sur les 30%, il était clair qu'on parlait de zones exclusives réservées à la protection. Donc, on est largement dans des zones sanctuaires. Or, quand on est sur les 10% de la Convention sur la diversité biologique ne sont pas clairs là-dessus. On ne sait pas si on est dans des zones sanctuaires, donc c'est une zone sanctuaire, ou une zone à très grande réduction des usages, hein, c'est extrêmement contraignant. Si on a des zones à usage réglementé, c'est différent. Je prends l'exemple, en France, vous avez le parc de Port-Croupe, qui est un parc national. Il a une réglementation différente de celle des parcs naturels marins. Le parc naturel marin tel qu'il était conçu par l'Agence des aires marines, maintenant qui est l'Agence française de la biodiversité, est une notion plutôt de zone à usage réglementé qu'une zone où on met en avant les sanctuaires. Par contre, quand vous regardez le statut des réserves naturelles marines, là, vous pouvez mettre en place des sanctuaires. Donc là aussi, vous voyez, on a des ambiguïtés sur l'espace concerné et on a des ambiguïtés sur le type de protection. Alors, en premier bilan un petit peu de cette discussion, je vous ai mis, alors ça c'est ma vision un peu personnelle, hein, quelle est la faisabilité des objectifs d'Aichi? Bon, d'abord, faisabilité géographique. Si on veut mettre 10% des eaux territoriales en aire protégée, en gros, on a une faisabilité forte à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'il y aura des pays qui ne vont pas l'avoir, mais d'une manière globale, on devrait l'avoir, d'autant qu'il y a des petits pays qui sont malins, on l'a vu, qui ont mis en place, qui ont triché, qui ont mis leurs ZEE en aire protégée, comme la France et les États-Unis, etc. Donc à partir de ce moment-là, on arrivera à avoir sans problème 10% des eaux territoriales en aire protégée. Est-ce qu'on peut avoir 10% des ZEE en aire protégée? Moi, je pense qu'on a une assez bonne faisabilité. Hein, on était en 2015 à 12,63 millions de kilomètres carrés. Grâce à ces grandes aires marines protégées, pour atteindre cet objectif de 10%, il faut qu'on arrive à 13,6 millions. En 5 ans, ça semble faisable de gagner 1 million de kilomètres carrés. Après, si on prend l'ensemble de l'océan, là honnêtement, moi je pense que la probabilité elle est relativement faible. Hein, ça voudrait passer de 10,63 à 36 millions de kilomètres carrés en 5 ans. Ça veut dire que c'est bien de faire des grandes aires marines protégées, mais on ne peut pas en faire partout. Hein, il y a des gens qui ont des pays qui ont de vastes aires marines protégées, enfin de vastes ZEE, ce n'est pas tous les pays du monde. Hein, donc là, on arrive à un gros souci. Bon, après, c'est le statut. Parce que là aussi, c'est un point de vue personnel, hein, si on est sur des zones à usage réglementé, si on veut faire des aires protégées juste uniquement en eau territoriale, bon, on va avoir en effet des risques de conflit avec les usagers et on peut avoir aussi des risques de surexploitation des espaces non protégés.
Ça, c'est aussi un souci que l'on peut voir dans certaines zones. Vous mettez en défense un espace, et donc les gens qui ne sont plus usagers de cet espace vont aller sur les autres espaces. Et donc c'est une balance entre ce qui est protégé et ce qui n'est pas protégé. Si vous avez mis 10% de vos eaux territoriales en aire protégée, compte tenu des usages qui sont déjà forts dans ces eaux territoriales, il y a grande chance que vous ayez une partie de la zone territoriale qui n'est pas mise en protection, sur laquelle il va y avoir un accroissement assez important des pressions anthropiques, et on peut avoir donc des risques de surexploitation. En gros, je dirais que les aires protégées, ça peut aussi être des dispositifs de concentration de pêcheurs en bordure de l'aire protégée. On a connu ça en Nouvelle-Calédonie, on a eu des exemples assez tristes de réserves tournantes qui après dont les efforts de protection ont disparu très très rapidement, parce que ça y a eu très très vite, tout le monde s'est jeté sur la réserve tournante, et un mois ou deux, tout ce qui avait été fait comme effort avait disparu. Donc il faut, quand on fait ça, aller vers une planification spatiale marine pour essayer d'avoir une programmation de la pression anthropique et des usages sur l'espace marin. Alors, si on passe à la ZE, toujours en zone à usage réglementé, je vous rappelle, on n'a pas de zone sanctuaire. Là aussi, on risque d'avoir des conflits avec des usagers, mais et donc il faut avoir là, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une planification spatiale marine, et on va avoir un nouveau problème qui est le coût de la surveillance. Quand on est dans les eaux territoriales, c'est pas extrêmement coûteux, il faut des moyens à la mer. Ok, on peut gérer ça. Si vous mettez dans votre ensemble d'une zone économique exclusive, et ici vous êtes bien placé pour le savoir, ça coûte très cher de faire de la surveillance marine. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est très à la mode de dire qu'il faut absolument travailler avec les communautés locales, etc. C'est vrai, au niveau social, culturel. C'est aussi vrai au niveau économique. C'est vrai au niveau économique parce que si vous avez une adhésion de la population à votre projet d'aire protégée, vous allez considérer, vous pouvez espérer qu'il y aura moins de contrevenants, et donc vous allez bien sûr diminuer le coût de la surveillance. L'idéal étant même que les usagers qui adhèrent à votre projet puissent faire un peu de la surveillance eux-mêmes. Alors, dans des États comme les États européens, ce n'est pas possible au niveau réglementaire, mais dans des États, je connais les Comores, aux Comores par exemple, c'est envisageable. Donc là, le coût de la surveillance est extrêmement important. Après, quand on va dans l'ensemble de l'océan, le gros problème que l'on va voir tout à l'heure, c'est, vous voyez, j'ai mis partout, quelle gouvernance? Les eaux internationales, qui s'occupe des eaux internationales? Qui gère, qui surveille, qui réglemente, qui punit? Si vous avez des réponses, vous faites signe. Pour l'instant, on est encore avec un grand point d'interrogation. Alors passons maintenant aux zones sanctuaires. Bon, alors vous avez le droit de me tirer dessus. Pour mon point de vue, je pense que si on considère qu'on va mettre toutes les zones territoriales en zone sanctuaire, on va aller vers de graves conflits avec les usagers. Et je pense que là, l'acceptation sociale sera tellement faible que il y aura des contrevenants dans tous les coins. Et vous avez un risque que vos ANP soient non fonctionnels. C'est toujours un peu un équilibre entre ce que l'on espère au niveau, ce qu'il faut faire pour récupérer des habitats et augmenter les effectifs de poissons, et ce qui est possible par l'acceptation sociale de la population. Les gens n'habitent pas les aires protégées, mais les gens habitent en bordure des aires protégées et usent, c'est-à-dire ont des usages dans les aires protégées. Et donc, plus on a de densité de population à côté d'aires protégées, plus on a des problèmes de respect de la réglementation. Donc, et puis pareil, au niveau de l'ensemble de l'océan, toujours pareil, quelle gouvernance? Alors sur les zones mixtes, donc, on a qui associent à la fois zones sanctuaires et à la fois des zones à usage réglementé. On a également des risques élevés de conflits avec les usagers. On peut avoir des problèmes de surexploitation. Et là, toujours, la planification spatiale marine s'avère nécessaire dans les eaux territoriales.
Bon, toujours pareil pour les ZEE, le problème du coût, et il faut travailler, je pense, là, véritablement, essayer de travailler pour améliorer l'acceptation sociale de la population vis-à-vis de l'aire protégée. Bon, on va avancer là-dessus. Alors, maintenant, passons aux 30%. Est-ce que c'est possible de penser qu'en 2030, on aura 30% des eaux en aire protégée? C'est absolument impossible si on n'intègre pas les eaux internationales. Vous voyez, ça fait un objectif de 108,21 millions de kilomètres carrés. Donc on peut avoir, si on considère qu'on met 10% des ZEE en AMP, eh ben, il nous reste 94,6 millions de kilomètres carrés d'eau internationale en AMP, ce qui fait 26% des eaux internationales. Et si on peut considérer qu'au mieux, je pense qu'on peut peut-être aller jusqu'à 30% des ZEE en AMP, ça me semble difficile d'aller au-delà, eh ben, il nous reste quand même 67,41 millions de kilomètres carrés en eau internationale. Voilà. Donc on est face à ce problème-là, on est obligé, pour aller vers les 30%, de s'occuper des eaux internationales, avec tous les problèmes de gouvernance que l'on a posés. Donc reste la question un petit peu aussi, sans parler des zones sanctuaires ou pas. Alors on va s'intéresser maintenant à ces fameuses zones internationales. Je suis un peu provocateur, est-ce que les AMP en eau internationale sont-elles utiles pour préserver la biodiversité océanique? On va traiter de deux choses, on va traiter d'abord des zones pélagiques et après des zones démersales et benthiques. Bon, premier élément, l'espace pélagique, c'est un espace, le large, c'est un espace peu productif. Je vous ai mis une photo, c'est une image, une reconstitution du satellite SeaWiF, concentration de phytoplancton, et on voit plus c'est bleu, rouge, tout ça, moins c'est riche. Plus c'est blanc, plus c'est riche. En gros, vous voyez, c'est très clair, tout ce qui est voisinage de l'équateur est relativement riche. On a également des éléments, vous voyez, le Congo, on voit les upwellings qui sont bien vus, mais vous voyez que le milieu du Pacifique qui correspond un peu à la Polynésie française ou le milieu de l'Atlantique, là, on est dans des endroits extrêmement pauvres. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de faire des grandes aires protégées en zone pélagique? En gros, quelle est la cible de ces grandes aires marines protégées? Si en termes de ressources, les principales ressources, c'est des ressources thonières. Bon. C'est une grande question. Est-ce que si je fais une grande aire protégée, est-ce que mon thon sera suffisamment content d'être protégé des navires de pêche pour rester dans mon aire protégée? Honnêtement, je pense que le thon, c'est pas de chance quand il rencontre un pêcheur, il n'a pas cherché, mais le thon, il recherche d'abord une chose, c'est manger. Si le thon est un des plus fabuleux poissons qui existent, eh ben c'est tout simplement parce qu'il est dans un milieu pauvre. Parce qu'un poisson, un thon qui reste bullé, passez-moi la question, passez-moi plutôt l'expression toute la journée, est un futur thon mort. Parce qu'il ne trouvera pas à manger. Le thon est obligé de se déplacer pour avoir à manger. Ils peuvent aller jusqu'à faire 200 km par jour. Donc, qu'il y ait une aire protégée ou pas une aire protégée, il se déplacera. Autre réflexion, on a un des gros problèmes quand même dans l'océan, c'est le problème des macrodéchets. Alors, de surface, vous avez tous entendu parler du fameux 7e continent. Gros problème des aires marines protégées, c'est que là-dessus, elles ne sont pas efficaces. Donc aussi, ça veut dire que pour gérer ce qui se passe en mer, y compris dans les eaux internationales, il va falloir faire un sacré effort pour mettre la pression sur les terriens. Parce que nos pauvres thons, ils n'ont rien demandé. Les animaux qui vivent dans le Pélagos n'ont rien demandé, mais ils sont impactés par nos activités de terriens. Donc là aussi, je pense qu'il est un peu facile de dire on va faire des grandes aires marines protégées et ça va être un peu la solution, la panacée. Non. Alors, là aussi, je pense qu'on peut réduire l'impact des thoniers sans passer par des AMP. Je vous ai mis un DCP flottant là, qui s'est échoué. Ça, c'est un gros souci. Alors, je suis un gros défenseur des DCP, mais des DCP ancrés pour la petite pêche artisanale. Moi, quand j'entends des gens qui sont anti-DCP en disant c'est une catastrophe, attention. J'étais longtemps au Vanuatu et je travaillais au service des pêches et il y avait des DCP ancrés pour la petite pêche artisanale. Ça, il n'y a rien à dire. Ça agrège un petit peu et ça fait bosser des pêcheurs artisans. Ça n'a rien à voir avec des thoniers seineurs qui font 70 mètres et qui nous mettent des DCP flottants un peu partout,
qui vont avoir aussi la capacité d'agréger la ressource sans qu'il se passe quelque chose au niveau de la ressource. La ressource il n'y aura pas plus de ressources, ça va juste concentrer la ressource et ça va permettre de faire des économies de déplacement et donc d'améliorer les chiffres d'affaires des armateurs. Hein. Mais ça a une capacité, un thonier seineur, à ramasser énormément de poissons et là on est face à un foutu problème. Donc si on veut améliorer la situation des thonidés, faire des grandes aires marines protégées, je veux bien, mais je pense qu'il faudrait arriver à un moratoire interdisant les DCP flottants sur les thoniers. Voilà. Si on arrive à faire ça, on aura déjà amélioré la situation. Par contre, alors bon, vous allez me dire, non, il n'est pas très optimiste, le monsieur, sur les grandes aires marines protégées en eau internationale. Je vais mettre l'accent, par contre, maintenant sur les monts sous-marins. Les monts sous-marins, alors ça, ce sont des espaces de pêche productifs et libres d'accès en eau internationale. Et jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé aux monts sous-marins. Hein, les aires protégées, ça a d'abord été des aires protégées côtières. Et puis, ma foi, ce qui se passe au-delà des 50 mètres ou au-delà des 100 mètres, quand on est sorti de la zone euphotique, on s'en fiche un peu. Mais il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses, il y a de la vie. Alors bon, dans les monts sous-marins, bon, les premiers, quand on a un mont sous-marin jusqu'à 500, 800 mètres, au niveau pêche, en pêche démersale profonde, on a des vivanos. Hein, après, on a des bérix et des orange raffis. Hein, alors, c'est des poissons qui sont intéressants. Tous ces poissons-là, la première fois qu'on va taper dans un mont sous-marin, on va faire bingo. Il y a un mont sous-marin au large de Madagascar, Watershoals. Les Thaïlandais sont dessus depuis 3 ans. Hein, première année, 20 000 tonnes. Poissons comme ça, superbe. Alors vous tombez, quand vous tapez sur des vivanos qui n'ont jamais été pêchés, vous allez tuer des arrière-grands-pères. C'est merveilleux. Hein, vous allez avoir des bêtes qui vont faire qui vont vous faire du 2 mètres à 2 mètres 50. Tout le monde va être là. Oh, super, quoi, bingo, bingo. Sauf que en gros, plus vous vivez en profondeur, plus votre cycle de vie est contraint, plus vous devez dépenser d'énergie pour vivre à cette profondeur-là, et plus la productivité est faible. Donc là où en surface, vous avez un poisson qui va gagner, je ne sais pas moi, 10 cm par an, au fond, vos 10 cm, vous les aurez en 5-10 ans. Et donc ça veut dire que si vous tapez dans un stock profond, vous allez faire la première année bonne pêche. Et si vous revenez régulièrement, votre pêche va s'effondrer très rapidement. Et donc vous avez là un risque d'effondrement des stocks halieutiques. Alors c'est d'autant plus problématique que quand vous êtes un vivano et que vous habitez sur un superbe mont sous-marin et que pour aller voir vos petits camarades sur l'autre mont sous-marin, il faut que vous passiez à des profondeurs de 3000 ou 4000 mètres et que votre autre mont sous-marin est à 100 km de là, la probabilité que vous alliez avoir votre autre mont sous-marin est pratiquement égale à 0. On est là pratiquement sur des stocks unités. Hein, et ça veut dire que si vous avez tapé sur votre stock et que vous avez obtenu une surexploitation, votre stock, il a un risque de jamais revenir à l'état où il était. Parce qu'on a un vrai problème là de connectivité entre les monts sous-marins. Et la connectivité, elle n'est pas avec des macros animaux, elle est uniquement larvaire. Et la connectivité larvaire, soit vous avez, alors dans la connectivité, c'est un mot qui veut dire en fin de compte comment relier 2 espaces par un courant. On a ce qu'on appelle une zone de source qui va émettre des gamètes et des larves et qui vont être amenés par les courants marins dans un espace qu'on va appeler un espace puits dans lequel les larves vont se fixer. Donc si vous avez un mont sous-marin qui est surexploité et qui se positionne en position de puits par rapport à un autre mont sous-marin qui lui n'est pas exploité, vous allez avoir une chance d'avoir une amélioration de votre situation. Il y a des larves qui vont venir donc à nouveau recréer un écosystème. Par contre, si vous êtes en position de source
et que vous avez un bateau qui arrive et qui reste exploiter votre stock jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et bien là, vous avez un problème pour vous, et vous avez un problème, enfin, quand pour vous, je me parle mon sous-marin, et vous avez un problème pour les monts sous-marins qui sont sous le courant. Hein. Et donc là, on est dans des considérations là qui sont graves. Je pense que les probabilités de perte de fonctionnalité des écosystèmes sont bien plus importantes sur ces endroits-là, qui sont très contraints, que dans des zones côtières. Or, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça, et des monts sous-marins, on en a des grandes quantités sur la planète. Et actuellement, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'autre jour, j'ai été un peu provocateur, je fais une émission de radio, et je disais, mais en prenant Walter Schultz est à 20 mètres de profondeur. Vous qui avez rêvé que Groland devienne une réalité, eh ben vous affrétez un bateau, hein, on a la technicité pour couler du béton, c'est à 20 mètres de profondeur, et vous faites une belle île, hein, qui va émerger, vous allez mettre un drapeau, le drapeau grolandais, vous mettez République de Groland. Et vous allez voir ce que la communauté internationale va faire. Je serais curieux de voir ce qui va se passer. Tu vois. Tout le monde serait bien embêté. Hein. Et encore, si c'est Groland, ça va. Si c'est un État qui n'est pas un État grolandais, mais un État qui existe, ça pourrait être intéressant que le Bhoutan, dans le cadre du bonheur intérieur brut, aille mettre une île au large de Walter Schultz. Et là, ça questionne largement la gouvernance internationale. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, hein. Et voilà. Donc, vous voyez, la mise en place d'aires marines en aires protégées nécessite une gouvernance mondiale des océans. Or, ce que je voudrais dire, c'est que cette gouvernance mondiale des océans, elle a une histoire et une idéologie. Ça a commencé en 62, première conférence sur le droit de la mer, hein, et où on a créé en fin de compte la mer territoriale. Donc les 12 000 marins, c'est pas vieux, ça date de cette époque-là. Après, la grande convention sur le droit de la mer qu'on connaît tous, UNICLOS 3, hein, convention de Montego Bay, c'est une convention qui a mis en place les aides économiques exclusives. Hein, donc, de 200 000 marins, ça fait 320 km des brouettes, bref, ou 360, je ne sais plus trop. Je ne suis pas très bon en calcul mental, surtout quand ce n'est pas des chiffres ronds. Mais donc voilà, alors ça, c'est une vision du monde alors, qui a véritablement changé les choses dans le Pacifique. Vous voyez, le Pacifique, c'est quand même un espace, tout à l'heure, alors je ne sais pas si... Voilà, ça c'est le Pacifique, vous voyez. Quand on regarde à cette échelle-là, on voit quelque chose, l'océan partout. Mais quand on regarde des zones économiques exclusives, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce Pacifique-là, il est plein de zones économiques exclusives. Il est beaucoup plus perturbé, entre guillemets, par les zones économiques exclusives que l'Atlantique ou l'océan Indien. On a un semis de petites îles qui étaient des toutes petites îles terrestres, mais qui se sont entourées de gigantesques territoires marins. Vous voyez, Pitcairn, 5 km², 836 000 km² de ZE, ce qui fait que quand les Britanniques font une aire protégée mettant l'ensemble de leur zone économique exclusive, eh bien, évidemment, ça compte. Tuvalu, 9 atolls, 26 km². Hein, ça aussi, c'est quelque chose que, bon, ici, en Océanie, il n'y a pas de souci, tout le monde imagine ce que c'est un atoll comme tout... Enfin, un archipel comme Tuvalu, mais quand on est en Europe, quand on parle de Tuvalu, réfugiés climatiques, etc., on n'arrive pas à comprendre que c'est que 26 000 km², que Funafuti, la capitale de Tuvalu, je ne sais pas, il y avait à une époque 12 000 habitants à Tuvalu. Hein, c'est pas grand-chose. Et ce pays-là est entouré de 900 000 km² de zones économiques exclusives. Donc, la pêche et l'exploitation des ressources minières sont en fin de compte à l'origine des ZE. C'est quoi une ZE? C'est une projection d'un intérêt terrestre sur la mer. Voilà. C'est ça qui est la logique de l'UNICLOS 3. Et en fin de compte, on aurait pu imaginer une autre vision du monde. Hein, à l'époque, quelqu'un comme le commandant Cousteau n'était pas du tout pour cette vision des terriens qui s'approprient la mer, mais était une vision où la mer était gouvernée par grand point d'interrogation des institutions internationales qui se donneraient les moyens
de dire, eh ben, la mer, ça appartient pas aux terriens, la mer, ça appartient, c'est une entité particulière et il faut se donner les moyens de gouverner la mer. Ça n'a pas été le choix qui a été fait par l'ONU, mais c'est normal, puisque l'ONU, qu'est-ce que c'est? L'ONU, c'est une organisation d'États. Or, la mer n'est pas un État. Il n'y a pas d'État qui s'appelle l'Atlantide ou je ne sais quoi. Hein. Donc forcément, ce n'est pas au niveau des Nations Unies qu'on doit aller chercher une gouvernance des océans. Alors maintenant, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. Il y a des négociations actuellement sur les eaux internationales. Mais vous voyez, on a eu ce problème-là. En fin de compte, le monde est organisé par des terriens, suivant une logique de terriens. Et c'est cette logique-là qui a conduit à ce que les eaux internationales sont ce qu'elles sont. Et vous voyez, je vous mets le problème récurrent pour les grandes AMP, qui régule, qui surveille, qui punit. Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça. Donc, la mise en place de grandes aires marines internationales, c'est une belle idée. Pour les monts sous-marins, au moins, hein, ça me semble indispensable, mais le problème, c'est comment faire. Et comment faire, y compris si on a des réglementations, si on fait des aires marines internationales, comment faire respecter ça et qui endosse ça? Quand vous êtes une ZEE, je suis Kiribati, et il y a des gens qui viennent dans ma zone économique exclusive, en tant qu'État de Kiribati, je peux poursuivre les contrevenants, je les assigne au tribunal et ils seront condamnés. Qui va intervenir si on a un navire d'un pays X qui intervient sur un mont sous-marin et qui reste 3 ans et met le stock complètement en l'air, y compris si on a des éléments de biodiversité extraordinaires qu'on n'a pas encore bien répertoriés, parce que là aussi c'est pareil. La connaissance sur la biodiversité des monts sous-marins, il y a encore du boulot. Hein. C'est des choses qui n'ont pas été... En fin de compte, qui a été sur les monts sous-marins? Les pêcheurs. Hein, ceux qui ont la connaissance des stocks et qu'est-ce qu'ils font, des populations, on ne va plus parler en stock, hein, mais justement après est-ce qu'on a une connaissance, une bonne connaissance des écosystèmes monts sous-marins? Non. Donc là il y a un gros travail et là on est dans une zone inconnue. Alors revenons aux zones nationales. Alors bon, je vais être encore un peu provocateur. On va mettre en place ça dans un contexte où on a l'économie bleue et le changement climatique. L'économie bleue, j'ai beaucoup cru à un moment que c'était super, qu'on allait mettre justement en place les aires marines protégées faisaient partie de l'économie bleue. Or, j'ai été à Nairobi à la première conférence mondiale sur l'économie bleue qui s'est tenue en novembre, et là, je suis revenu avec le moral en berne. Parce qu'on a parlé de quoi? On a parlé d'exploitation pétrolière, on a parlé de croissance des activités maritimes. Bon, ça c'est intéressant, mais on n'a pas parlé de biodiversité. Hein. Alors, l'exploitation pétrolière, c'est un peu quelque chose qui vous semble passé, mais il y a encore beaucoup d'États qui se disent que c'est encore une manne. Quant à la croissance des activités maritimes, bien, on est à la veille d'une nouvelle révolution dans le milieu maritime, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les bateaux dans les chaudières brûlent du pétrole lourd, hein, et puis il va falloir faire des efforts. Alors bon, j'ai vu que la CGA, CGM était en train de mettre en place, ils sont en train de faire, leur challenge, c'est de faire brûler dans les chaudières des bateaux actuels un nouveau carburant en mélangeant plein de trucs de récupération, de la sève de bois améliorée. Enfin, ils sont en train de faire un truc bien. Hein. Je pense que là, ça va être intéressant. Mais en gros, le coût du transport maritime va augmenter de manière importante. Or, la mondialisation, elle est née du transport maritime. S'il n'y avait pas eu de bateaux qui transportent la tonne à 3 fois rien entre Shanghai et Le Havre, il n'y aurait pas de mondialisation. Prendre un exemple, quand j'étais étudiant à Brest, j'avais un cours avec André Vigarier, qui a été un des grands géographes du transport maritime. On discutait avec un courtier. Il me disait « ça nous coûte moins cher de faire venir une tonne de charbon d'Afrique du Sud pour aller dans l'usine ArcelorMittal à Dunkerque que de faire venir du charbon des houillères qui étaient encore en activité dans le nord de la France. » Ce qui montre bien que le transport maritime fait tout. Si vous augmentez le coût de transport maritime, il va falloir avoir des bateaux plus grands. Des bateaux plus grands, la CGA, CGM, on est en train de penser à des 28 000 containers. 28 000 containers, c'est-à-dire que là, vous avez déjà un bateau qui fait 400 mètres, on va avoir des bateaux qui vont approcher les 500 mètres, tirant d'eau, etc. Ça veut dire qu'on a un changement total
de l'industrie portuaire, enfin la localisation des ports, il va falloir faire des hubs, comme on a des grands aéroports, on aura des hubs, et tout ça, ça va modifier l'économie maritime. Bon, vous avez vu que je suis passionné sur l'économie maritime, c'est normal, mon père est marin de commerce, je vais donc passer là-dessus, parce qu'autrement, on y sera encore demain. Donc vous voyez, là, c'est encore, bon, c'est un schéma sur les principales routes maritimes, et ce que je disais, c'est qu'en fin de compte, à cette économie bleue, qui est en gros une croissance bleue, il faut absolument adosser une gouvernance bleue, hein, et donc où on va s'intéresser aux aires marines protégées et à la protection de la biodiversité. Bon, sur le changement climatique, je serai assez rapide, mais bon, ça c'est toujours on ressort toujours ce qui a été dit à Guam à la conférence, c'était en, je ne sais plus, en 92. À l'époque, 10% des récifs étaient irrémédiablement dégradés, 30% sans menacer. Bon. Là, c'est pareil, on avait des gens extraordinaires. Il y avait un vieux monsieur barbu australien qui s'appelait Clive Wilkinson, qui, parce qu'il était pushy, avait réussi à faire en sorte que tous les 2 ans, on ait un état de santé mondial des récifs coralliens. Clive est parti à la retraite. Depuis, c'est le PNUE qui s'occupe de ça. Eh ben, c'est beaucoup moins rapide. Hein. Et donc, on a un souci actuellement, c'est qu'on n'a pas... on n'arrive plus à avoir un état régulier, hein, de l'état de santé des récifs coralliens au niveau mondial. Bon, ce qui est certain, c'est que le changement climatique introduit une nouvelle donne, ça c'est clair. Jusqu'à présent, on avait protégé les récifs coralliens contre l'homme. Hein, et on considérait qu'en fin de compte, plus un récif corallien avait de biodiversité, mieux c'était. Gros souci, alors on peut discuter, je ne suis pas biologiste marin, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on est sûr que si un récif corallien a la diversité spécifique maximale, est-ce qu'on est sûr qu'il sera au top de la résilience face au changement climatique? Ça se discute. On peut considérer que peut-être un récif corallien avec beaucoup moins d'espèces, mais des espèces qui sont connues pour être plus résistantes, eh bien s'en sortira mieux. Donc, bon, je ne peux pas vous faire un gros détail parce que l'eau tourne, pas l'eau tourne, oui, si on peut dire, le climat tourne également. Donc, en gros, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir un accroissement au moins de l'intensité des cyclones, la fréquence, on verra, mais ça va nous entraîner dans certains endroits de la sécheresse, un peu plus de sécheresse, dans d'autres endroits, plus de cyclones, donc plus de pluie, érosion des bassins versants, charge terrigène avec hypersédimentation momentanée et donc des effets sur les récifs coralliens. On a l'eau une augmentation de la température. Bon, les récifs coralliens jusqu'à 30 degrés, ça va bien. Au-delà, on va voir. Alors après, c'est vrai et c'est pas vrai. Si vous allez en mer Rouge, il y a des récifs coralliens qui vivent tranquillement, hein, au-delà de 30 degrés. Il faudrait se poser la question, à mon avis, je suis toujours étonné. Je pense, logiquement, il devrait y avoir une batterie de coralliens à aller bosser en mer Rouge pour regarder la physiologie des récifs coralliens de la mer Rouge. Comment ces récifs coralliens ont réussi à encaisser des températures telles qu'elles sont actuellement. Et je pense que peut-être une des idées, on peut considérer que la situation en mer Rouge, c'est la situation future qu'on pourra avoir en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres endroits du monde. Après, il y a l'acidification. Alors ça, c'est un grand point d'interrogation. Je ne suis pas spécialiste. Ici, on a à l'IRD, j'ai un collègue, Ricardo, qui est un spécialiste de la question. Ça peut aller très mal, ça. Donc, voilà. Bon, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que face au changement climatique, il faut se dire, faut être logique, bête. C'est-à-dire que, comme toute situation, on peut prendre un coup sur la tête. Un coup, ça va. 2 coups, c'est dur. 3 coups, ça ne va pas. En gros, des récifs qui sont stressés par une pression anthropique forte auront du mal à encaisser le changement climatique. Par contre, stressé fortement. Un récif stressé, faiblement, est un récif plus résistant qu'un récif pas stressé non plus. Donc il y a un équilibre subtil entre le stress anthropique et le stress pas anthropique. Et il va falloir définir la politique d'installation des aires protégées aussi en fonction de ces zones-là. Ça ne sert à rien d'aller mettre des aires protégées en disant j'ai un écosystème qui est très perturbé, mais c'est à côté d'une grande ville, cette ville est en croissance, et donc je fais une aire protégée. Donc là, ces récifs coralliens sont extrêmement stressés, et on sait que ce sont des espèces coralliennes
peu résistantes au changement climatique, ben, la limite, c'est un peu la même politique que quand on va être face à la politique de santé en cas de guerre. Hein. Vous avez trois types de blessés. Les blessés qui vont mourir quoi que vous fassiez. Les blessés qui ne mourront pas quoi que vous fassiez. Et des blessés qui ne vont pas mourir si vous faites quelque chose. Et bien là, c'est pareil. Hein, donc, ce n'est pas la peine, il va falloir regarder dans les aires protégées existantes, celles qui ont des chances de s'en sortir, celles qui n'ont pas beaucoup de chance, et mettre l'accent sur créer de nouvelles aires protégées, probablement là où il n'y en a pas, là où on a des chances d'avoir une biodiversité intéressante qui pourrait être résistante et résiliente. Et on va retomber sur nos histoires aussi de connectivité. Là, vous voyez, la MP source et la MP puits. Ça veut dire que, bon, ici, on est dans un espace où on a toute la ZE en aire protégée, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans des petits espaces avec des petites zones économiques exclusives, jusqu'à présent, la politique des aires protégées a toujours été une politique nationale. C'est au niveau national que l'on décide de mettre en place des aires protégées. Et bien, si vous avez vos aires protégées qui sont en position de puits par rapport à une source, eh bien, il faut que vous alliez regarder ce qui se passe chez votre voisin, parce que ce que fait votre voisin peut avoir un impact sur la résistance ou la résilience de vos AMP à vous. Donc ça veut dire que cette connectivité-là oblige à se poser la question d'AMP, de créer des réseaux régionaux d'AMP. C'est d'ailleurs la définition qu'avait donnée la Convention sur la diversité biologique. Hein. Dans nos 10%, il faut avoir des réseaux fonctionnels. Et donc ça, c'est un petit peu un changement dans la planification des aires protégées, passer de l'échelle nationale à une échelle plus régionale. Voilà, on arrive au bout. Hein. Comment éviter que les AMP deviennent des parcs papier? Ça, quand on regarde il y a beaucoup d'aires protégées, quand on regarde véritablement les AMP qui fonctionnent, ben, on est un petit peu désolé parce qu'il y a beaucoup d'AMP et c'est un des risques d'Aichi, c'est-à-dire que tout le monde va créer ses aires marines protégées pour être le bon élève en 2020. Hein, celui qui n'aura pas, si quelqu'un a 2% de son espace marin en aire protégée, on va dire, non, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Donc tout le monde essaie d'avoir les 10%. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut avoir des 10% qui soient durables. Hein, or, donc je vous ai mis l'accent sur la viabilité de l'AMP. On met toujours l'accent sur la viabilité écologique, ça c'est clair. Il faut avoir de la connectivité, de la richesse spécifique, il faut avoir une taille suffisante, et donc, si possible, avoir un écosystème résistant ou résilient aux effets du changement climatique. Déjà, ça, ce n'est pas facile à obtenir. Mais il y a l'aspect financier et l'aspect social. Quand on va multiplier les aires marines protégées, on va multiplier les coûts de surveillance. Hein. Ça coûte cher. Et en plus, quand on est un État, comme un État européen, on a de l'argent, il n'y a pas de souci, c'est les fonds publics qui vont faire ça. Vous êtes un État du tiers-monde. Je suis Vanuatu, je vais créer une aire protégée. Je la finance comment? Eh bien, je vais la financer durant les 5 premières années sur financements internationaux. Je vais demander au GEF, au PNUD, de me financer ça. Et puis, au bout de 5 ans, le GEF et le PNUD, ils vont dire « Au revoir, bonne chance, salut !» Et vous allez vous retrouver à financer votre aire protégée tout seul. Alors là, vous allez demander à CI, à VVF, à Pew, est-ce que tu peux m'aider à financer mon aire protégée? Souvent, la pratique des bailleurs, c'est de ne pas repasser derrière d'autres bailleurs. Chacun essaie de dire « c'est mon aire protégée à moi ». Donc, des exemples d'aires protégées qui ont bien commencé et qui se sont retrouvés à marée basse, sans financement, j'en ai plein dans la besace. Et malheureusement, quand on a une aire protégée qui a été fonctionnelle et qui a été une belle aire protégée et qui se retrouve sans financement, tout s'écroule très rapidement. Parce que si on n'a pas la moyen de payer des éco-gardes et si on n'a plus le moyen d'avoir une surveillance, ça c'est un gros souci. Après, il y a l'histoire de viabilité sociale. Alors, viabilité sociale, je vais insister là-dessus, sur ce que j'appelle l'acceptation sociale des aires marines protégées. Si vous faites une aire protégée et qu'il n'y a pas d'adhésion de la population à cette aire protégée-là, vous allez avoir une probabilité importante d'avoir du braconnage. Le braconnage, vous allez vous en sortir si vous avez beaucoup de moyens à la mer et de surveillance, vous allez faire de la répression. Si vous avez des sous, vous ferez une bonne répression. Si vous n'avez pas de sous, vous n'aurez pas de répression. Et donc, vous allez avoir vos braconniers qui vont venir et vous allez avoir une perte de votre fonctionnalité, de votre aire protégée. Donc, cette histoire de... Tout ça va ensemble.
Voyez. Et puis en fin de compte aussi, alors je ne l'ai pas mis, mais c'est un peu à la mode, la multifonctionnalité des AMP, c'est super à la mode. Les AMP, ça, pour moi, c'est pas une AMP, ça n'a pas forcément comme objectif principal de sensibiliser la population, de développer la pêche traditionnelle. Une AMP, ça a pour fonction principale de restaurer les habitats et de préserver la biodiversité. Ça veut dire que le boulot d'un gestionnaire d'AMP, c'est de faire de la surveillance et de faire du suivi de l'écosystème dont il a la gestion pour voir si ce qui se passe dans son écosystème correspond à la gestion qu'il a mis en place. Un gestionnaire d'aire protégée qui n'a pas les moyens de faire du suivi, et là aussi ça coûte cher, hein, et ben c'est quelqu'un qui est en train de piloter une voiture et qui s'est mis un bandeau ou non. C'est un camionneur qui regarde la télé en fumant un joint sur l'autoroute. Voilà. Et bien avec ça, on est mal barré. Hein. Ça va faire. C'est un peu ça. Il faut se donner les moyens de surveiller, de savoir ce qui se passe. Hein. Donc, et là, je vais être provocateur. Hein. Moi, je vais être une AMP qui va être super à la mode. Et ben, je vais faire beaucoup de sensibilisation auprès de la population, auprès des écoles. C'est super bien de faire de la sensibilisation auprès des écoles. Et en fin de compte, je vais substituer à mon boulot de préservation de la biodiversité un boulot d'information du public. Mais si vous ne faites pas le travail d'aller surveiller votre biodiversité, vous pouvez avoir un paradoxe, c'est-à-dire que vous allez communiquer sur la beauté de la biodiversité, la fonctionnalité de votre AMP, alors que votre AMP, eh bien, elle sera de plus en plus dégradée parce qu'il y aura des braconniers qui vont venir et que vous n'aurez pas les moyens de préserver cette biodiversité. Donc le premier objectif, c'est ce boulot-là, préserver la biodiversité, restaurer les habitats, donc surveillance et suivi monitoring. Et ça coûte cher. Pour un exemple, dans l'ensemble de l'océan Indien, une zone sur laquelle je me suis intéressé il y a quelques années, ça coûtait, rien que le suivi transect, ça coûtait 20 000 $, pour faire Seychelles, Maurice, Madagascar, Comores. 20 000 $ tous les ans à sortir. Ce qui se passe, c'est que ça coûte très cher et de plus en plus, vous avez ce boulot-là qui n'est pas fait. Alors, terminé, la gouvernance. Je vous ai mis une définition de la gouvernance, il y en a plein. Hein. J'ai mis processus de prise de décision, de régulation des pratiques en termes d'action et d'intervention sur un territoire et de mise en œuvre des politiques publiques. Bon alors, maintenant l'acceptation sociale. Je vais aller assez vite là-dessus. Hein. Je considère que les AMP, c'est un peu comme un processus d'innovation. Quand vous regardez l'innovation, il y a des théories de l'innovation, vous allez regarder qu'en fin de compte, vous allez lancer un projet, il va y avoir de l'opposition, etc. Alors, quels sont les acteurs que l'on a dans une AMP? Quels sont les gens qui vont faire l'acceptation sociale? Eh bien, on a les usagers et on a l'opinion publique. C'est pour ça que dans mon petit schéma, je vous ai mis, vous avez deux courbes. Vous avez une courbe de l'opposition et vous avez une courbe de l'acceptation sociale. Et ce n'est pas pareil, parce que l'opposition, elle vient des usagers, c'est un rapport entre usagers pour et usagers contre, tandis que l'acceptation sociale, c'est usagers plus opinion publique. En gros, quand on fait une aire protégée, c'est un territoire. Alors ça, c'est une vision de géographe. C'est un territoire administratif et juridique qui va se surimposer à des territoires des usages et des territoires des représentations de la population riveraine. Donc quand vous allez faire une aire protégée, vous allez avoir des gagnants, c'est souvent par exemple les opérateurs touristiques, parce que plus le milieu est favorable, plus ça va attirer le tourisme, et vous allez avoir des perdants. Les principaux perdants quand on fait une aire marine protégée, ce sont les pêcheurs. Et donc, au bout d'un certain temps, c'est une histoire le temps va faire que, quand ça va aller bien, on va avoir le nombre de perdants qui va diminuer et le nombre de gagnants qui va s'accroître. Alors jusqu'à présent, quand on regarde ce que fait pour souvent les organisations internationales, quand on va travailler sur une aire marine protégée, on se dit les perdants, c'est un coût économique. Donc le coût économique, on va leur proposer des activités génératrices de revenus. Donc on va considérer que l'acceptation sociale est une fonction de l'économie, du temps, et puis d'un truc qui s'appelle X, qu'on ne sait pas trop au juste. Et on espère que l'espoir devient satisfaction et que la colère des opposants deviendra neutralité. Le problème, c'est que je pense, moi, on le verra quand ça ne va pas aller, mais le X, ce n'est pas des considérations économiques. Vous pouvez avoir des considérations
sociales, culturelles, et notamment des problèmes de territorialité. Mais là, je prêche pour ma chapelle étant géographe. Bon, le schéma favorable, ça c'est quand on a de la chance. Donc au début, quand on lance une AMP, évidemment, avant que les gens discutent entre eux, on voyait un petit peu l'opposition qui commence à se mettre en place. Et quand la création de l'AMP se fait, eh ben, de nouveau les gens bruissent. Et on va avoir donc une opposition maximale qui vite va se terminer. Là, c'est un coup de chance. Rapidement, le nombre de gagnants est supérieur au nombre de perdants. Et on a peu d'empathie des citoyens pour les perdants. Ça, c'est un truc important dans l'opinion publique. Imaginez que vous êtes sur une petite île. J'ai longtemps vécu à La Réunion. Vous avez des opposants à la réserve marine de La Réunion. Et donc, je vais décider de faire un barrage sur la route. Je bloque la route. Toutes les îles comme la Martinique, La Réunion, il y a toujours une route qui fait le tour. Quand vous bloquez la route qui fait le tour de l'île, vous allez amener le préfet à se poser la question, est-ce que je dois faire intervenir la puissance publique, c'est-à-dire les CRS? C'est généralement les secrétaires généraux de préfecture qui s'occupent de ce genre d'activité. Qu'est-ce qu'il se dit, le monsieur? Il se dit, si je fais intervenir les CRS, il faut que ce soit acceptable par la population. Donc si, par exemple, je vais être méchant, on a des gens qui font, si c'est les gens qui font du jet ski, j'espère qu'il n'y a pas trop de pratiquants du jet ski. Bon, les gens qui font du jet ski qui manifestent et qui bloquent la route. Vous allez vite faire un truc, en gros, quelle est la vision de l'opinion publique vis-à-vis des gens qui font du jet ski? Ouais, bon, ils ne sont pas tellement soutenus. Donc, ma foi, si on leur met 3-4 grenades lacrymogènes dans la tête, c'est pas bien grave, ils partiront. Par contre, si vous avez des petits pêcheurs traditionnels, à La Réunion, petits pêcheurs de la misère, tout ça, ça fait partie, il y a un ancrage, c'est La Réunion longtemps, c'est nos parents, nos grands-parents, il y a une très forte, empathie de la population réunionnaise pour les petits pêcheurs. Si vous commencez à les faire charger par de la gendarmerie mobile, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec, peut-être vous allez dégager votre route, mais le lendemain, vous allez avoir 3 barrages. Donc, ce n'est pas simple. Donc, cette histoire d'opinion publique, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à regarder. Et en aparté, je vous dirais, on a mis en place à La Réunion, justement, un moyen de voir un consentement à sanctionner qui vous donne aussi un assez bonne... on va tester la capacité de la population, de l'opinion publique à sanctionner les contrevenants par rapport aux AMP. Ça vous donne un assez bon moyen, c'est un bon indicateur de savoir où on est de l'acceptation sociale. Alors, bon, je reviens sur ma viabilité là. Même si on a une bonne acceptation sociale, on peut rester vulnérable à la viabilité financière et écologique de l'AMP. Bon, je vous ai mis la Moélie, c'est pas grave. Moélie, c'est typiquement un parc prix Équateur en 2003. Super, des éloges partout au niveau de la gestion participative. 2003, le BNUT s'en va, le Jeff aussi, plus de sous. Voilà. Et bien tout s'écroule. Ploum, ploum, ploum. Et on a mis 20 ans à essayer de récupérer le parc marin de Moélie avec des bailleurs de fonds qui refusent de payer du fonctionnement. Il suffisait de payer des éco-gardes. Aucun bailleur de fonds ne sait faire ça. Donc les gens ne payent que sur projet. Alors on va inventer plein de trucs, on va développer l'apiculture, des machins comme ça, alors qu'il aurait fallu uniquement payer les éco-gardes. Mais ça, les bailleurs ne savent pas faire. Alors je terminerai sur le schéma le plus défavorable. Et bien vous voyez, là on lance le projet d'AMP, il y a la création d'AMP, et puis on a une opposition qui ne va jamais s'arrêter. Et en fin de compte, pourquoi je presse pour ma paroisse souvent la non prise en compte de la territorialité. Imaginez que vous ayez une partie importante des gens qui sont dans une AMP qui, ma foi, vous avez des pratiques religieuses ou vous avez votre arrière-grand-père qui est mort en mer et vous allez faire tous les ans, vous allez acheter une couronne et on vous dit maintenant ça c'est une zone sanctuaire, vous n'avez plus le droit d'y aller. Et bien vous allez avoir un coût moral, psychologique qui sera plus important que le coût économique. Or ça, c'est rarement pris en compte. Et souvent, les gens se crispent. Quand on vous dit « Quoi, j'ai pas le droit d'aller honorer mon arrière-grand-père », eh ben, vous allez être un peu comme certains gilets jaunes en France, c'est-à-dire que vous allez avoir non plus
vous allez perdre votre capacité de négociation. Et ça, c'est un truc important. Quand on est gestionnaire puissance publique, et ça c'est pour terminer, il faut négocier. Bon, bon. Il faut négocier avec les gens. Mais il faut négocier à un moment où les gens sont prêts à négocier. C'est-à-dire, c'est quoi être prêt à négocier? C'est faire partie, là, faire marcher ses lobes frontaux. Hein? Ça, c'est le propre de l'homme. Ça, on est prêt à discuter. Et je terminerai en disant qu'il faut aller toujours chercher des compromis. C'est ma dernière diapo, ça c'est l'avant-dernière. Les AMP, c'est des histoires de compromis. Ça marche là. Si vous êtes dans un blocage et que vous ne faites plus marcher vos lobes frontaux et votre système limbique, votre hypothalamus à l'arrière, hein, et bien là, vous n'êtes plus dans la négociation. Donc, ce n'est pas la peine de négocier, c'est trop tard. Et il faut attendre un certain temps que ça recommence. On va voir là, l'exemple des Gilets jaunes et des discours du président Macron, tout ça, c'est pareil. On mettait ça dans un... Vous remplacez la France par les AMP, ça marche. On est dans des processus classiques de personnes. Alors là, j'ai mis les LMMA, martingale pour maximiser l'acceptation sociale. Ça, c'est sûr qu'une aire gérée localement, a priori, on a une acceptation sociale maximale. Le problème, c'est que ces LMMA sont faites au niveau villageois. Et alors, socialement, c'est bon. Par contre, écologiquement, ben souvent, c'est pas bon. Parce que l'écosystème, il dépasse plusieurs villages. Et donc, il faut, dans ce cas-là, coordonner plusieurs villages. Et là, vous allez retomber sur des histoires de bisbis entre villages, des histoires qui, ma foi, remontent multiséculaires, etc. Et puis, je dirais aussi, moi, je suis un peu provocateur, hein, c'est super à la mode, les LMMA. On en a fait au Vanuatu quand j'étais au service des pêches, ça fait quelques années. On a essayé de mettre ça en place pour du troca. On faisait un élevage de troca, on voulait mettre le troca pour qu'il grandisse. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les tabous coutumiers qui étaient en place dans toute l'Océanie, le raoui, etc., hein, bon, ça a été fait pour des espèces non commerciales. D'accord? C'était fait souvent pour des fonctions non alimentaires. On bloque un récif, on attend que la production se mette en place, et puis au bout d'un certain temps, on dit on y va. C'est souvent quand on a besoin de... Alors c'est soit le garde-manger en cas de cyclone, on a une réserve alimentaire, on a un cyclone qui nous tombe dessus, on ouvre le récif et on fonce sur le récif, soit on fait une fête, et dans ce cas-là, ça a une fonction sociale, mais pas une fonction alimentaire de tous les jours. Or maintenant, on a tendance à considérer que la gestion coutumière, entre guillemets, c'est pour une fonction alimentaire de tous les jours. Après, ce qui a fonctionné dans une économie non monétaire, ce n'est pas la même chose que de protéger des bêches de mer et de protéger des trocas. Moi, l'exemple que j'ai au service des pêches du Vanuatu, c'est que la durée de vie de ces LMMA protégeant le troca était faible. 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, il y avait toujours une tragédie des communs, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui commençait à taper dans le stock de troca et tout le monde se mettait dessus et il n'y avait plus rien en 2-3 jours. Donc ça, c'est très compliqué, hein, gérer de manière traditionnelle, pseudo-traditionnelle, des ressources à haute valeur commerciale, alors que cette fonction a été faite pour des valeurs, enfin pour des espèces non commerciales, c'est pas évident. Ah non, et je termine là-dessus. Comment favoriser l'acceptation sociale d'une AMP? Bon, premier boulot, écoutez les usagers. Hein, écoutez ce qui se passe, essayez de regarder les logiques d'acteurs, identifier les rapports de force entre eux, etc. Ne pas considérer que, je vais être un peu méchant, j'ai mis groupe d'acteurs et non pas communauté. J'aime pas ce mot communauté, c'est super à la mode, mais la communauté c'est quoi? C'est une entité géographique, c'est une entité religieuse, c'est une entité sociale. Bon, souvent, le mot communauté, ça nous amène à considérer qu'on a quelque chose d'homogène. Or, si vous allez, toute personne qui travaille dans des groupes, dans des villages en Océanie, c'est que les villages ne sont pas homogènes. Et donc, il faut tenir compte de ça, parce que si vous voulez avoir des interlocuteurs, vous allez avoir les interlocuteurs les plus légitimes possibles. Et ce n'est pas uniquement un interlocuteur qui va représenter toute la communauté. Il faut réussir à identifier les différents groupes et les amener avec vous. Après, il faut voir qui sont les gagnants et les perdants, et évaluer les coûts qui frappent les perdants.
Je prends encore un exemple, je suis désolé, je suis un peu long. Je reprends Moélie. À Moélie, on a décidé de faire des efforts, on a donné des activités génératrices de revenus aux associations de Moéliens en disant on avait supprimé les fusils sous-marins et les filets dérivants, bon, les filets maillants. Ça semble efficace, ça semble logique. Eh bien, on s'était trompé de cible. Pourquoi ? Eh bien, les gens qui étaient les perdants, ce n'étaient pas des Moéliens. Les gens qui étaient les perdants, c'était des émigrés d'une île voisine qui vivaient dans les villages moéliens, mais parce qu'ils n'avaient pas d'accès au foncier, c'était ces gens-là qui étaient pêcheurs principaux et pêcheurs très actifs avec fusils sous-marins et filets. Donc, en donnant de l'argent d'une compensation uniquement aux associations de Moéliens, eh bien, on a loupé notre cible. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien se préoccuper de ça et véritablement voir qui sont les acteurs. Après, ne pas se contenter des seules considérations économiques, regarder ces histoires de considérations sociales et culturelles, notamment les territorialités, les recompositions territoriales induites par l'ANP. Faut prendre en compte ces contraintes. Alors, c'est toujours compliqué, parce que c'est considéré qu'on a un objectif de restaurer les habitats, protéger la biodiversité, mais sous contrainte de l'acceptation sociale de la population. Donc ça nous amène à faire des compromis. Et c'est là-dessus que je termine. En fin de compte, souvent les gens essaient de faire d'un consensus. J'ai été un peu provocateur, je vous dis que le consensus n'est souvent qu'un état transitoire. C'est compliqué d'avoir un consensus permanent. Généralement, le consensus, c'est un consensus tout mou. Il vaut mieux avoir un compromis. C'est-à-dire que quelqu'un perde de chaque côté pour qu'on arrive à avoir un truc équilibré. C'est souvent dans la gestion environnementale n'est faite que de compromis. Et en fin de compte, quand on est gestionnaire, se donner les moyens de traiter de l'acceptation sociale dans le plan de gestion de l'ANP. Et j'ai fini. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous, merci pour cette prestation. Donc, Laurent Lermite, je siège au comité de gestion du parc marin de la mer de Corail pour l'association Action Biosphère. Et une association donc, qui s'est opposée dès le début à la création du parc marin de la mer de Corail. Alors, expliquer en long et en large le pourquoi et le comment, pour une association de défense de l'environnement, ça peut paraître bizarre d'aller à l'encontre, mais tout simplement parce que j'ai l'impression que vous partez d'un postulat avec lequel on n'avait pas la même vision, c'est que l'aire marine protégée est créée au départ pour la protection de l'environnement. Et en fait, nous, on n'était pas dans cette vision-là, c'est-à-dire qu'on pense que le parc marin de la mer de Corail n'a pas été créé pour protéger ou pour reconstituer les habitats, comme vous l'avez bien expliqué, l'environnement. Il y a de multiples exemples, multiples preuves. Nous, notre association, je veux le préciser tout de suite, se bat pour la défense de l'écologie, enfin pour l'écologie et la défense de l'environnement. Et on n'a pas eu cette sensation-là. Donc l'affirmation qui dit qu'ici, il n'y a pas de souci parce que toute la ZE est en AMP, eh bien, je n'ai pas cette analyse-là du tout. Et au contraire, même, je dirais que c'est la gouvernance du parc et la façon dont ça a été mis en place, en laissant peu de place aux associations locales, est très... disons, nous inquiète beaucoup, quoi. Donc, je voudrais savoir votre analyse au niveau plutôt de la création des aires marines protégées quant à la géopolitique des zones, quant à la financiarisation du vivant, quant à des objectifs, on va dire, qui sont peut-être moins mis en avant, si vous voulez, et qui sont plus cachés. Il y a des exemples précis. Grâce à Wikileaks, on a su, par exemple, qu'au Chagos,
la création de l'aire marine protégée était faite pour éviter aux Chagosiens de pouvoir revenir chez eux. Bon voilà, ça c'était concret. Dans le parc marin de la mer de Corail, on n'a pas réussi à obtenir une protection du fond et éviter qu'il y ait des recherches sismiques qui soient faites pour aller chercher des ressources fossiles. Voilà. Donc pour nous, l'AMP n'en est pas une, parce qu'il n'y a aucune directive qui est faite pour protéger réellement l'environnement et les écosystèmes. Voilà. Bon, mon point de vue là-dessus, il est clair, c'est-à-dire que je pense que tout AMP, quels que soient ses défauts, c'est mieux d'avoir une AMP que pas d'AMP, parce que l'AMP est un cadre réglementaire qui permet une concertation. Alors elle est pas satisfaisante, j'en vous entends, hein, mais il vaut mieux avoir une AMP que pas d'AMP du tout. Et c'est un moyen, donc c'est un cadre réglementaire qui permet aux gens de se réunir. Alors après, tout est perfectible, bien entendu. Hein. Bon. Après, sur les histoires de financiarisation, géopolitique, oui, c'est vrai que la géopolitique, géopolitique, quand vous faites une grande AMP, ça permet par rapport au droit de la mer un truc intéressant, ça permet l'interdiction de passage. Vous pouvez décréter des interdictions de passage pour des bateaux, des choses comme ça. Hein. Ça dépend de ce que vous allez mettre dans votre AMP, mais vous pouvez avoir, enfin disons, c'est une affirmation de souveraineté aussi, hein, d'un État, une aire protégée. Hein. Alors après, savoir si elle est fonctionnelle au niveau économique, à voir. Alors, sur la financiarisation, je pense que la mode a changé, mais il y a encore quelques années, et ça encore, les gens ont tendance, enfin il y a certains gestionnaires d'AMP ou certains États qui veulent montrer à tout prix que comme l'AMP ça coûte cher, il faut montrer que les AMP ça rapporte. Et donc il y a des études sur la valeur monétaire des services écosystémiques rendus par les AMP. En France, on a eu par exemple le Conservatoire du littoral qui a fait faire une étude pour montrer que le Conservatoire du littoral rapportait des choses. Bon, pour moi, c'était un petit peu hors sol, mais bon, c'est daté à un moment, on se sent obligé de montrer que ça rapporte. Bon, honnêtement, j'ai vu que la crise financière de 2008 a amené, je vais être provocateur, a amené des gens qui travaillaient dans la finance à s'intéresser à l'environnement. Et il y a des gens qui sont arrivés en environnement en disant on va pouvoir bien s'amuser parce que c'est la dernière frontière où des instruments un peu rigolos peuvent être mis en place. Et ces gens-là ont commencé à faire mumuse avec l'environnement. Alors les économistes qui étaient dans la place ont trouvé ça un peu fort de café. Et c'est une histoire d'espèce invasive un petit peu, hein, un écosystème. Hein. L'espèce invasive a trouvé sa maîtrise et je pense que l'économie de l'environnement s'améliore maintenant. Mais c'est vrai qu'on a eu, quand vous avez eu l'évaluation du millénaire dont je vous ai parlé, là en 2000 qui a été sortie en 2005, on a eu une initiative partiellement européenne qui s'appelait TIB, hein, qui avait pour véritablement objectif d'aller mettre des méthodes d'évaluation monétaire de l'environnement. Et on pensait que c'était vraiment l'alpha et l'oméga pour que les décisionnaires publics comprennent l'intérêt qu'il y avait à préserver la biodiversité. On s'est rendu compte depuis que, ma foi, on pouvait toujours mettre des dollars sur des kilomètres carrés. C'était mal utilisé dans la gouvernance. Et puis on est revenu à des choses un petit peu plus subtiles. Mais c'est un fait qu'il y a eu une financiarisation qui est un petit peu en train de décroître, tant mieux. Alors après, il y a des gens qui pourront vous dire que ça fonctionne bien, il y a des gens qui ont fait des réussites. Je pense que c'est quand même pas simple de donner des valeurs monétaires à la biodiversité. De toute façon, je pense qu'un truc très simple, on ne peut pas avoir des services écosystémiques qui fonctionnent et qui rapportent si un écosystème est en mauvais état. Donc, regarder l'état des écosystèmes, de mon point de vue, c'est le truc le plus basique qui est, mais c'est le meilleur indicateur d'une fonctionnalité, d'une aire marine protégée et d'un état de l'écosystème. On ne peut pas avoir un écosystème dégradé.
En économie, on peut vous montrer qu'on a des très bons services écosystémiques qui rapportent beaucoup avec un écosystème dégradé. Parce que les services écosystémiques ne s'évaluent plus uniquement en fonction de l'état de l'écosystème, mais en fonction du nombre d'utilisateurs et de leur pouvoir d'achat. Donc un même écosystème corallien, le même assurant les mêmes fonctionnalités, aura beaucoup plus de valeur économique en Floride qu'aux Comores. C'est à discuter. Mais si on s'intéresse à l'état de l'écosystème, on va considérer que on a les mêmes moyens de surveiller cet écosystème aux États-Unis et aux Comores, et que l'écosystème, lui, n'est pas sensible au pouvoir d'achat des utilisateurs et à leur nombre. Donc, j'ai répondu de manière... ça va, oui, bon. Non, mais sur les histoires de géopolitique, c'est un fait que... Moi, j'irais même plus loin. Quand on veut faire les objectifs d'Aichi ont amené à ce qu'on appelle un certain marketing écologique. C'est bien d'être, un État qui est proactif au niveau protection de la biodiversité. Un des premiers, je vais être provocateur, un des premiers qui a compris ça, c'était le premier président des Seychelles, qui était un joyeux dictateur, mais qui s'est dit, si je protège les oiseaux et la biodiversité, je vais pouvoir mettre en tôle une partie de mon opposition, je ne serai pas trop embêté sur la scène internationale. Et ça a bien marché. Hein, et ça ne peut pas être un mauvais gars, puisqu'il protège les petits oiseaux et la biodiversité. On peut avoir des dictateurs qui sont des protecteurs de la biodiversité aussi. Bon, allez, j'arrête, je suis très provocateur, vous avez vu, c'est mon côté géographe. Hein, ouais. Ouais, là, ça y est, maintenant, je vais avoir assez marqué. Oh là là, en plus, il y a la télé. Oh, j'avais pas vu ça. Aïe, 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 aïe. Vous, non, ça, vous mettrez un blanc. Hein. Donc, joker. Ouais, non, je dis plus rien là, parce que là, c'est mauvais. Jusqu'à présent, j'ai été bon, mais là, maintenant, ça va pas du tout. Encore des questions? Merci Gilbert. En fait, c'est plus, j'ai quelques commentaires. Donc Christophe Chevillon, je représente l'ONG The Pew Charitable Trust, donc ONG américaine, et la fondation suisse Bertarelli, et justement sur un programme qui s'appelle Héritage des océans, dont l'objet est de créer ces grandes réserves, ou, alors je précise pas international, hein, des grandes réserves plutôt dans les ZEE, ou d'arriver à cet objectif de protection de 30% des océans. D'abord sur ta dernière intervention, un petit commentaire. Le fait de montrer que la conservation peut rapporter de l'argent, c'est aussi un moyen de pousser les décideurs et les politiques à s'engager dans la conservation. Parce que si tu leur montres, si c'est quelque chose d'inerte et qui ne rapporte rien, c'est très difficile d'obtenir des mesures de conservation de la part des politiques et des décideurs. Sur mes autres remarques, tu as parlé des effets des réserves. Il y a 2 points, je pense, qui sont importants aussi. Tu as parlé du spillover et puis du retour des grands prédateurs, mais il y a aussi l'augmentation de la biomasse et puis de la diversité aussi. Hein. Ça a été montré dans les suivis après les mises en place de certaines réserves qu'effectivement on a plus de biomasse et plus de diversité. Au début, tu parlais de protection là où il y a eu peu de monde. On a commencé par protéger les zones qui étaient éloignées, où il y avait peu de monde. En fait, en Calédonie, on a fait l'inverse. On a commencé par ouais, voilà. D'accord. Donc moi, je fais des commentaires par rapport un peu à la situation ici que je connais davantage. Il me semble aussi, tu as parlé du Chili qui avait 46% de sa Z2 en réserve. Palau n'a pas mis 100%. Il me semble, ouais. Donc on est... Ouais. D'accord. Et il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des États, enfin en tout cas un État à ma connaissance, qui a mis la totalité de sa Z2. Évidemment, il y a le niveau réel de protection. Hein. Tu as parlé de petites réserves, de grandes réserves dans les eaux internationales ou pas, etc. Mais au-delà de ça, il y a effectivement quel est le niveau réel de protection. Par exemple, le parc de la mer de Corail, c'est une aire marine protégée. Mais pendant les premières années, il n'était pas protégé du tout. On avait un cadre juridique, on en a fait une aire marine protégée, mais il n'y avait aucune mesure de protection, aucune mesure de gestion. Et bon, ce qui a changé depuis, mais... Il y a des aires marines protégées qui ne protègent rien du tout. Il y a des aires marines protégées qui sont annoncées mais qui ne sont pas mises en place. Et il y a des aires marines protégées qui sont créées mais qui n'ont pas encore de gestion et de suivi. D'accord ? Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur le niveau réel de protection des océans. Sur les grandes ONG, tu disais que le message de 30% au lieu de 10%, hein,
Alors en fait, il y a eu, très récemment, il y a eu la Monaco Blue Initiative où ils ont fait un bilan de tout ça. Et ils annoncent en fait qu'ils considèrent que l'objectif de 10% d'Aichi est un objectif obsolète dans la mesure où les grandes menaces et pressions qui pèsent aujourd'hui sur les océans, on ne les connaissait pas encore, notamment la pollution par le plastique et le changement climatique. Et donc tu dis c'est les grandes ONG qui portent le 30%. Pas seulement. Il y a, dernièrement, il y a une publication scientifique, alors je n'ai pas la référence exacte, mais on pourra la retrouver pour l'échanger avec toi, qui annonce bien qu'il faut passer à 30%. Et puis ici, plus localement, on a une ancienne association qui est devenue parti politique et qui prône 50% de protection de tous les espaces marins et tous les espaces terrestres. J'ai quand même une question. Ma question, donc ça c'était plutôt des remarques, ma question c'est comment impliquer la population calédonienne sur le parc de la mer de Corail, sachant que ce parc est inhabité. Et donc il n'y a pas, la population elle-même n'a pas d'usage, on a des pêcheurs hauturiers, les pêcheurs de thon. Et puis ma dernière remarque c'était sur la protection des thons, donc au dire même de pêcheurs de thon ou de gens qui travaillent sur la pêche au thon, des thons qui sont soumis à une pression de pêche, donc qui sont persécutés quelque part, quand ils vont tomber dans une zone où il n'y a pas de pêche, ils vont quand même s'y stabiliser. Alors, on n'est pas très sûr à quel degré, quelle durée, etc. Mais ces aires marines protégées pourraient quand même bénéficier au thon, qui est censé être une espèce migratrice, mais qui n'est pas idiote. Et quand il y a trop de pression de pêche et qu'elle trouve des endroits où elle est tranquille et peinarde, eh ben, elle va quand même peut-être pas s'y installer définitivement, mais en tout cas y rester un certain temps. Voilà, c'était des remarques. Et donc cette question sur la mobilisation de la population dans le parc. Merci. Sur la pêche au thon, ce serait amusant de faire des aires protégées qui soient des aires protégées qui changent chaque année en fonction de l'hydroclimat. Tu vois, si tu as un effet El Niño, etc., au lieu d'avoir une aire protégée, imagine que tu aies une aire protégée assez grande, mais où là, il ne se passe plus rien parce que tu as une zone sèche, tu n'auras pas de productivité primaire, hein, et tes thons s'en vont tous à l'est. Il faudrait que tu aies une aire protégée glissante qui soit faite. Voilà. Puisqu'on est dans un rêve au niveau des eaux internationales, why not, hein? Bon, alors après sur ta question, elle est judicieuse. Hein. Comment intéresser la population sur un espace qui est une zone économique exclusive? Ça, je ne sais pas. Parce que, non, mais ça, c'est le problème. Les gens sont intéressés quand ils ont quelque chose qui est à côté d'eux, hein, y compris quand on regarde la toponymie. La toponymie, c'est un moyen de voir comment les gens se sont appropriés à travers l'histoire un territoire parce qu'ils ont mis des marqueurs. Si tu regardes un espace lointain, tu n'auras rien, t'auras pas ou alors tu auras des toponymes qui auront été mis par des gens qui ne sont pas du coin, mais un cargo qui passe et puis tiens, le mec il dit attention, il y a une patate pourrie là dans ce coin-là, j'ai déjà un gars de ma compagnie qui s'est viandé là et puis il faut faire attention, quoi. Donc les gens, c'est difficile. Là, on est sur un espace, on n'est pas, en gros, je vais prendre le terme économique, hein, on n'est pas sur des valeurs d'usage, on est là peut-être sur des valeurs d'existence. C'est-à-dire il faut donner à la population calédonienne la fierté d'avoir un patrimoine qui est là et qui les distingue d'autres populations, en disant vous ne l'avez pas utilisé cet espace, mais vous avez des récifs qui sont encore en bon état. Vous avez la chance, imaginez dans 50 ans, en Nouvelle-Calédonie, si vous gérez correctement votre récif corallien, indépendamment de ce qu'il peut y avoir au niveau acidification, etc., vous serez probablement dans un des endroits de la planète où les récifs coralliens seront en bon état. Et ce sera la fierté de la population calédonienne. Donc, même si vos ancêtres n'ont pas utilisé le récif, ma foi, vous considérez que c'est quand même un patrimoine pour vous et pour vos enfants. Et on est dans la valeur d'existence. Et je pense que là on peut essayer mais c'est des histoires de communication, hein, et voilà. Après, ici, vous avez un truc marrant. C'est Matthews et Inter. Matthews et Inter, c'est des îlots qui sont à la fois dans la zone économique exclusive calédonienne et à la fois dans la zone économique exclusive du Vanuatu. Et qui n'ont pas été, les Nations Unies surtout, ne tranchent pas, quoi, hein.
Donc pour le Vanuatu, c'est ni Vanuatu, pour la Calédonie, c'est Calédonie. Il y avait un ministre de l'Agriculture du Vanuatu il y a quelques années qui a eu un mot rigolo. Le gars, il s'est fait virer pratiquement parce qu'il a dit ça. Il a dit il faudrait faire un condominium. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Et pourquoi pas, quand vous avez des endroits qui sont en discussion, eh bien faire une gouvernance partagée. Parce qu'on a un foutu problème sur Matthews et Inter. C'est qu'on est dans le parc national de la mer de Corail, pour les Calédoniens, mais pour les Ni-Vanuatu, il n'y a pas de parquidien. On est dans les eaux du Vanuatu, et les Vanuatu délivrent des licences de pêche à des armateurs lointains pour qu'ils viennent pêcher dans les eaux de Matthews et Inter. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop eu d'arraisonnement, mais ça pourrait. Dans ce cas-là, c'est quelle légitimité? Donc, du droit français, le gars est un contrevenant, et puis... Hein? Non, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup... Enfin, bon, moi j'étais au Vanuatu quand on a eu l'histoire de Matthews et Inter. C'est un conseiller australien. Au moment, on a profité du fait que Margaret Thatcher lance la Navy sur les Falklands pour faire pareil. Et on a amené le Tukoro pour débarquer 2-3 coutumiers de Tanna qui ont fait une cérémonie coutumière et qui ont dit ça appartenait au Vanuatu. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de Tanna ou d'Anatom qui se soient amusés à aller les siècles passés à Matthews Inter. Hein. C'est vraiment un truc là, bon. Non, par contre, c'est une histoire de souveraineté entre États. Et pour les Calédoniens, c'est réglé, pour les Vanuatu, c'est pas réglé, et les Nations Unies n'ont pas tranché. Donc c'est État contre État, voilà. Bon. Alors il y a peut-être un moyen de s'arranger. Mais bon, là je dévie hein, sur le... Mais c'est un problème important, oui. Attends, micro, parce qu'on n'entend pas, oui. Merci. C'est effectivement un problème, Matthews Inter, puisque dans les objectifs à venir du parc, il est effectivement prévu de s'intéresser à ces deux îles hein, pour les mettre en statut de protection. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit en parlant du condominium, c'est que CI, au début, donc Conservation Internationale, avait proposé effectivement un peace park pour cette zone-là, qui serait co-géré Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. Mais c'est une histoire aussi de légitimité nationale et de comment dire, même s'il n'y a pas énormément de poissons, zone économique exclusive du Vanuatu sans Matthews et Inter, 600 000 km². Avec Matthews et Inter, 1 million de km². Voilà, c'est tout. Tout est dit. Donc les gens, ils se disent, on ne va pas perdre 400 000 km², donc une grosse partie de... Voilà. Et c'est pareil, si vous enlevez Matthews et Inter de votre ZE de 1,3, vous passez sous le million. Merci Emmanuel Couture, direction de l'environnement province Sud. Je voudrais revenir sur 2-3 petites choses sur la présentation et des problèmes de sémantique qu'on a abordés. J'ai vraiment du mal avec le mot AMP et encore plus pour le mot AMP pour des grandes réserves XXL. C'est avec le mot qu'on utilise plutôt, enfin que je préfère, qui est AMG, Air Marine gérée, à partir du moment où on met en place une gouvernance et on décline à l'intérieur ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Et évidemment, sur quels critères je ne suis pas sûr que le statut de protection, et je suis certain que le statut de protection ne permet pas de gérer la totalité des pressions et des usages qui sont sur ces espaces-là. La notion de ZEE, elle provient des premières guerres de la morue. C'était bien pour protéger des espaces de pêche. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une aire marine protégée pour gérer le thon. Le thon est géré à l'échelle régionale et il est assez bien géré, on va dire. En tout cas, on a de l'information. Comme ça rapporte beaucoup d'argent, on a beaucoup de suivi et donc beaucoup de capacité à gérer ces ressources-là. Je ne sais pas si le parc a besoin d'un parc pour pouvoir gérer l'utilisation du fond, de faire des études sismiques, de voir s'il y a des hydrocarbures ou pas. On a parlé de création d'aires marines protégées. Tu as parlé de Pélagos. Dans mon souvenir, Pélagos, c'est juste un endroit sanctuaire pour les mammifères marins. Mais ça fait 20 ans que la Calédonie est un sanctuaire pour les mammifères marins. Donc on aurait pu être une AMP à l'échelle de tout le territoire depuis 20 ans. Il est interdit de faire du chalut dans le lagon. Donc on a bien une réglementation qui est bien avec un statut, avec du contrôle. Et donc ça veut bien dire qu'il y a une réglementation qui protège la biodiversité des fonds meubles du lagon, de la totalité de la province sud et de la province nord. Donc voilà, c'est des termes de sémantique qui peuvent poser souci, sachant que là on parle d'atteindre les chiffres d'Aichi, d'atteindre ces fameux 10% ou ces 20%, sans trop creuser, sans donner les moyens. Je parle en tant que gestionnaire, de voir exactement
quels sont les enjeux, quels sont les usages, quelles sont vraiment les choses que l'on doit protéger et de donner les moyens pour pouvoir effectivement mettre en place des réglementations qui ne sont pas obligatoirement un statut de protection et de voir si, comme tu l'as bien dit, de voir si ce que l'on a mis en place a été efficace ou pas. Donc voilà, vraiment des réflexions qui ne sont pas que sur la notion d'air protégé, et sur ces difficultés entre atteindre un chiffre parce qu'il a une importance géopolitique, on en a beaucoup parlé, et vraiment avoir quelque chose qui est vraiment efficace d'un point de vue de la biodiversité, que ce soit au niveau biodiversité au sens général ou en tant que ressource halieutique, puisque on est quand même vraiment d'abord sur des ressources halieutiques ou des ressources à hydrocarbures sur les fonds, sur ce genre de choses. Voilà, donc juste des réflexions moins que des questions. Oui, non, mais c'est vrai que la gestion qui a été faite sans que ça soit avant que ça s'appelle AMP, oui, c'est un fait que c'était pas. On pouvait faire de la bonne gestion sans appeler AMP. Les AMP, en fin de compte, c'est devenu un produit d'appel un petit peu avec Aichi, etc. Et il vaut mieux avoir une gestion qui s'appelle pas AMP, mais bien faite, qu'une AMP avec une gestion qui est brinque-ballante. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Oui, bonjour, moi je m'appelle Fabrice, je suis aussi à l'association Action Biosphère. Vous disiez qu'il y avait des difficultés à gérer évidemment une AMP ou une AMG comme on veut. Évidemment, il faut de l'argent, il faut un financement pour surveiller, pour punir. En Calédonie, on a sûrement les moyens de le faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des associations, des ONG comme Pew, CI que vous avez cité, WWF qui sont largement présents en Calédonie et présents dans la salle aussi. Est-ce qu'on a besoin d'eux? Est-ce que vous avez des expériences ailleurs dans le monde, des AMP qui sont gérés par ces gens-là? Comment ça se passe et comment ça se passe surtout à terme? La situation, vous savez, elle est extrêmement diverse. À terme, vous avez des pays comme Madagascar, par exemple, où l'État a délégué la gestion de ces AMP à ces organismes internationaux. Vous avez une agence des aires marines malgache, mais qui est un peu une espèce d'agence de moyens, un petit peu, et qui dit, ben voilà, telle et telle AMP, ça va être WCS qui va la gérer. Celle-là, et alors on arrive aussi à ce qu'il y a un truc rigolo, c'est que, enfin, comme les AMP sont des territoires, toutes ces grandes ONG internationales sont un peu en compétition les unes avec les autres. Et donc, alors, Pew n'est pas présent à Madagascar, mais CI est présent. Vous avez le WWF, vous avez WCS, et chacun fait un peu une course au territoire. Et on a une séparation du pays. Alors, CI, je peux vous dire que c'est le nord et nord-est. Après, WWF, c'est plutôt le sud-ouest. WCS, ils sont là aussi présents ils commencent par des aires protégées, après ils gèrent un territoire. Puis vous avez des nouveaux arrivants. Vous avez une espèce invasive, un peu endogène, qui s'appelle Blue Venture. Vous tapez sur Internet, vous allez voir. C'est des gens extrêmement forts dans le marketing écologique qui sont arrivés. Alors, vous avez des pays qui n'ont pas... L'État malgache s'est dit, voilà, c'est coûteux, c'est compliqué, je délègue ça à des gens qui, ma foi, vont m'enlever de la souveraineté, ça c'est sûr, mais en fin de compte, qui vont endosser ces coûts-là. Et s'ils font leur boulot, on aura une protection du milieu marin. Donc, ce sera des bénéfices à coût réduit pour l'État malgache, sachant qu'il y a une perte de souveraineté sur les aires protégées. Vous avez d'autres États. Alors, je vais vous prendre l'exemple des Comores. Je vous ai parlé de Mohéli. Qu'est-ce qui s'est passé à Mohéli? Mohéli, alors c'est montrer aussi que tout le monde est en compétition. Hein. Mohéli, prix Équateur en 2002, et on décide de faire un fonds fiduciaire pour, sécuriser le fonctionnement de l'AMP. Un fonds fiduciaire, c'est quoi? En gros, on va lever du capital sur la scène internationale et on va le mettre en bourse. Voilà. Et on va investir dans des sociétés cotées en bourse. Et en gros, l'argent qu'on va récupérer, les dividendes de ce fonctionnement en bourse, vont nous permettre de payer le fonctionnement d'aires protégées. Ils ont fait venir les Mohéliens, le best in the world, le spécialiste de la Banque mondiale qui leur a fait des trucs aux petits oignons.
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose, c'est que le WWF international s'est dit qu'est-ce que c'est les Comoriens qui veulent avoir un fonds fiduciaire alors qu'ils n'ont pas une biodiversité extraordinaire, alors que nous, on a une meilleure biodiversité. Et les Malgaches ont siphonné le fonds fiduciaire des Comoriens et l'argent a quitté les Comores pour se retrouver dans un fonds fiduciaire à Madagascar, fonds fiduciaire régional géré par le WWF. Et à partir de ce moment-là, tout s'est écroulé à Moélie. Ça veut dire aussi que les gens sont en compétition. Ces grandes ONG internationales sont en compétition les unes avec les autres. Et on a besoin aussi, c'est de la géostratégie. On a une géostratégie au niveau international. Et donc là, ayant vécu de près cette histoire de Moélie, parce que j'avais, pour l'UCN, j'ai fait l'évaluation à mi-parcours, j'étais extrêmement positif sur l'avenir de Moélie en disant, je ne suis pas un zélateur des fonds fiduciaires, mais enfin, j'avais été convaincu. Et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Et il n'y a que maintenant que l'État comorien est en train de remettre un réseau d'aires marines protégées et où ça recommence à fonctionner. Il a fallu 20 ans pour reconstituer les morceaux. C'est compliqué. Hein. Et donc, bon. Après, y a des. Ma foi, est-ce que c'est mieux géré par les États? Je vous prends l'exemple des Seychelles. Hein. Aux Seychelles, quand je suis arrivé en 97, il y avait la Marine Park Authority qui était vraiment, moi j'ai dit des méchancetés sur les Seychelles, c'était un peu bon. Mais ils avaient une agence des aires marines protégées qui était top. On ne faisait pas mieux dans l'océan Indien. Sauf que l'État séchellois avait de moins en moins de sous. Donc ils ont commencé à avoir de l'argent, ils avaient un peu de sous avec des bateaux à fond de verre. Et puis on a eu un gros épisode de blanchissement des récifs coralliens en 98. Tous leurs fonds, tous leurs récifs à 95% se sont écroulés. Les bateaux à fond de verre, c'était plus intéressant parce que les touristes n'y venaient plus. Et l'État n'avait pas les moyens de s'en sortir. Donc le dirigeant de la Marine Park Authority a fait des t-shirts, il faisait un resto dans les locaux du parc. Il me disait, on est transformé en Disney World. Et puis comme ça n'a pas fonctionné, on n'a plus assez d'argent pour payer les éco-gardes. Et aux dernières nouvelles, la situation est bien pire que ce qu'il y avait en 97, où en 97, les éco-gardes faisaient leur boulot. Après, le problème était un problème de justice. Alors là, on retombe sur un autre problème. Justice, pourquoi? Parce que quand on est dans une toute petite île comme l'île de Mahé, capitale Victoria, quand vous êtes juge, vos enfants, ils vont à l'école avec les enfants des braconniers. Quand on vous dit, les éco-gardes viennent vous apporter un braconnier en disant ce gars-là est un récidiviste et on l'a chopé à ramasser 200 kilos de poissons dans l'aire protégée, il faut le condamner. Vous allez retomber sur l'acceptation sociale là, de la condamnation. Est-ce que l'opinion publique séchelloise considère que braconner est un délit? Le juge, il a dit non. Parce qu'il avait peur que ses enfants se fassent casser la figure à l'école. Parce que si la population séchelloise avait été convaincue que c'était un délit, il aurait pris le risque. Là, il n'a pas pris le risque. Donc les éco-gardes disaient, mince alors, on fait notre boulot, mais la justice derrière, ça ne va pas. Tandis qu'après, comme il n'y a plus de sous, les gars, ils se sont dit, on va devenir copains des bracos. Et dans ce cas-là, on va se toucher notre petit obol. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis, ça coûte très cher une aire marine protégée. Et donc les États... Quand un État est riche, ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de souci. Hein, et déjà, on voit bien que la surveillance coûte cher, c'est compliqué. Imaginez-vous, quand vous êtes à Tonga, quand vous êtes à Kiribati, quand vous êtes à Tuvalu, quand vous êtes au Vanuatu, la puissance publique n'a pas la capacité de gérer son aire protégée. Donc si, comme les Malgaches, on a une aptitude opportuniste, on dit, si Pew il veut gérer à notre place et donc assumer les coûts de surveillance ou tout ce que vous voulez, pourquoi pas? Hein, et c'est une des solutions pour certains États, parce que sinon il faut faire des fonds fiduciaires. Alors il faudrait faire des fonds fiduciaires partout, mais c'est pareil. Si tout le monde fait des fonds fiduciaires, trop de fonds fiduciaires tueront l'efficacité du fonds fiduciaire. Et puis les fonds fiduciaires, c'est lié au cours de la bourse. Hein. Quand la bourse ça marche, c'est bon, et puis après quand vous avez un krach boursier, vous vous retrouvez sans sous. Et toute votre politique de biodiversité se casse la figure. C'est compliqué, c'est pour ça que cette histoire de financement, sécurisation du financement des aires protégées, c'est vraiment un énorme problème. Ok, j'entends bien vos exemples et j'entends très bien, mais en Calédonie, vous venez de le dire, on n'a pas ces problèmes financiers a priori, et on doit pouvoir peut-être gérer cette AMP
sans ces associations philanthropiques? Bah écoutez, je ne sais pas, là vous arrangez entre vous, je ne suis pas l'arbitre du ring en disant je vais arbitrer entre Action Biosphère et Pew ou CI ou WWF, je ne sais pas. Hein, c'est voilà, un bon... Non, mais je conçois bien. Et aussi, je vous dirais que souvent, les aires protégées, les gens, comment faire en sorte pour qu'une aire protégée soit appropriée? Eh bien, je reprends l'exemple de Moélie, c'est pas en fin de compte, les gens mangeaient de la tortue, d'accord? Ils mangent de la tortue verte. C'est un des endroits au monde où la tortue verte vient pondre toute l'année. C'est super, hein, il n'y a pas des tonnes. Donc c'est un endroit, c'est un spot pour la tortue verte. La puissance internationale dit qu'il faut protéger la tortue verte. Les Moéliens disent bah, nous on veut bien, mais enfin on la mange. Donc vous nous donnez des sous pour faire un parc, pourquoi pas? Quand on leur dit il n'y a plus de sous, il faut que vous protégiez la tortue verte sans sous, les Moéliens disent bah attendez, on l'a mangé avant. Mais ils s'en sont sortis pourquoi? Parce que qui venait manger la tortue verte, pêcher la tortue verte pendant qu'il y avait le parc? C'est moins les Moéliens que les voisins, les Anjouanais. Or, les Anjouanais étant riches, ayant plus de sous parce qu'ils braconnaient les tortues, ils avaient plus de succès auprès des femmes moéliennes. Et donc, en gros, ils prennent nos tortues et ils piquent nos femmes. Je fais une caricature, je vais encore être bien vu à la télé, hein, ça va être top. Hein. Mais n'empêche que ce truc-là de territorialité, en fin de compte, ça a été les Moéliens protègent les tortues contre les Anjouanais. Vous voyez? Et donc cette histoire de là où vous êtes un peu, c'est aussi pourquoi pas les ONG calédoniennes contre les vilaines ONG extérieures, un petit peu ça. Mais si vous avez la vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je ne ferai pas de, mais je comprends bien. Hein. Là, je suis gentil avec Tosh parce qu'il est là et puis que je le connais, mais on boit un coup, je taperai sur putain. Oui, sur ce rôle des ONG, donc, alors je m'exprime au nom de l'ONG Pew, hein, je ne prétends pas m'exprimer au nom des deux autres ONG qui sont très actives sur le parc, mais je pense qu'on a chacun nos rôles. Vous, association, vous apportez des choses à un niveau qui est plus local. Mais par contre, votre positionnement, il est souvent, en tout cas pour Action Biosphère et EPLP, contre les autorités. Nous, on travaille avec les autorités. Donc, ce n'est pas du tout le même rôle. D'accord ? Ensuite, on n'a pas vocation à donner de l'argent directement pour la gestion du parc. Par contre, on a une capacité, grâce à un réseau international, à mettre en contact les autorités du parc et les politiques avec des mécènes, avec des fondations qui, eux, seront capables de mettre des sous pour la gestion du parc. Donc voilà, on ne s'immisce pas dans le rôle, enfin dans la gestion, on met en contact les gens qui vont être capables de mettre de l'argent pour faire cette gestion. Comme l'a dit Gilbert, ça coûte très très cher de gérer correctement une aire marine protégée. Ensuite, je vais être un peu plus méchant. Je vais vous dire que votre positionnement, si on l'avait suivi depuis le début du processus du parc, aujourd'hui, il n'y aurait absolument rien de protégé. D'accord ? Et c'est essentiellement, sans vouloir tirer la couverture sur nous, mais c'est essentiellement grâce aux ONG qu'aujourd'hui, il y a des périmètres de protection dans le parc. Alors, on est d'accord, c'est loin d'être parfait, il n'y a pas encore de mesures de gestion, le plan de gestion il n'est pas mis en œuvre, mais en tout cas, il y a aujourd'hui des périmètres protégés, et ce n'est pas grâce aux associations. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ça va aller, mais bon. Oui, sur l'information, on a une capacité de communication et d'information, de sensibilisation du public sur le parc que vous, association, n'avez pas. Nous, on est consacrés à 100% sur le parc. Et donc, là aussi, sans vouloir prendre le rôle du gouvernement qui a sa cellule de com et qui a démarré tardivement, je pense que nous, on a beaucoup œuvré pour que le public et la population connaissent le parc. On l'a fait connaître, on a fait savoir ce qu'était le parc, ce qu'il y avait dedans, sa biodiversité, ses centres d'intérêt en termes de conservation et de protection. Donc voilà, c'est des rôles... moi, je ne vois pas d'antinomie, en tout cas, et d'ailleurs, on a de très bonnes relations avec Action Biosphère, malgré les échanges un peu vifs des fois, mais il n'y a pas d'antinomie, et je pense que chacun a sa place, on a des rôles tout à fait complémentaires, et on ne porte pas les mêmes choses. Je vois l'heure qui tourne, là, il est assez tard, je crois. Voilà. Ok. Bah écoutez, je vous remercie d'être resté aussi tardivement. Konnichiwa minasan.